parle de talent pur, talent brut, j'ai envie de mettre Martin Smiata. Pour moi, c'est une excellente nouvelle qu'il soit passé chez RPM. Partir aussi sur un top 5, donc vous vous rendez compte que là, quand même, je prédis Gilter 2, Deligny 4, Peugeot 5. En soi, c'est pas impossible. Boysin, c'est jouer le beau jeu. Hein. Jouer le beau jeu, puisque vous en faites pas, en fin d'année, on refera le bilan et on reprendra ce que j'avais dit sur les pronostics. Sur les pronostics, et on pourra se foutre de ma gueule, mais aussi de votre gueule. Et ça, c'est beau. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, déjà merci beaucoup pour les premiers subs du live. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à Pierre, et merci beaucoup à toi, 5e mois de Prime. Merci beaucoup à Matché pour son 19e mois de sub. Merci beaucoup à vous deux. Comme vous pouvez le voir, évidemment, on va parler de nos pronostics qu'on a pu faire début 2025. Où moi, je me suis risqué au jeu des pronostics, je me suis parfois vraiment mouillé, j'ai parfois joué le beau jeu, comme j'ai pu le dire, que ce soit en F2, que ce soit en F3, que ce soit en Freka, que ce soit en F1 Academy aussi, et vous aussi, vous aviez un Google Doc à l'époque à remplir, donc c'était en mars pour F2, F3 et F1 Academy, et c'était en mai, je crois début mai pour la Freka. Donc, on avait débriefé ses pronostics, etc. C'est des pronostics qu'on avait fait ensemble, c'était beau, et bah voilà, on avait certaines certitudes, et il y en a pas mal qu'on volait en éclats quand même. Il y en a pas mal qu'on volait en éclats, donc on aura l'occasion de revenir dessus, et puis à la fin du live quand même, on reviendra un petit peu sur l'actualité de la semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée, ça devrait être une soirée assez amusante, on va pas se le cacher. Alors, ça c'est le diapo, mais je pense que c'est beaucoup plus fun de commencer par les petites choses, par les pronostics. C'est quand même beaucoup plus drôle. L'actualité de la semaine, on torchera ça un petit peu à la fin, on va dire, en quelque sorte. J'espère que vous allez bien. Je vais devoir me rendre en prison pour les prédictions. Ah, et bah, c'est sûr enfin, en vrai, moi, à moitié, je crois, à moitié. Mais voilà, je me suis rappelé de choses débiles que j'avais pu dire, comme voilà, le champion de F3. Voilà, c'était pas super glorieux. C'était pas super glorieux. L'intro déjà légendaire. Ouais, je me suis bien amusé à faire le petit montage, à essayer de revoir ce que j'avais lu d'ailleurs. Oui, puisque d'ailleurs je m'étais un petit peu planté l'an prochain, quand je referai les sondages, quand je referai les pronostics. Il y aura une case pour que vous puissiez mettre vos pseudonymes, pour qu'on ait plus une trace, ouais voilà, pour qu'on ait une trace de ce que chacun un petit peu avait marqué, puisque même moi par exemple, bah, j'ai dû revenir sur mes rediffusions YouTube pour me rappeler ce que j'avais mis un petit peu partout. Donc l'année prochaine on organisera ça encore mieux. Je me souviens absolument pas de ce que j'avais mis en F2, bah moi j'aurais préféré ne pas me souvenir, c'est plus simple, hein. C'est plus simple. Bon, on va commencer quand même par le plus gentil, on va dire, peut-être le plus prévisible aussi, je sais pas, la F1 Academy, puis ensuite on va passer à l'étage supérieur avec la Freka, puis ensuite la F3, puis ensuite la F2. J'en profite pour remercier aussi Natoon28 qui avait fait un petit sondage en tout début de saison sur les 10 plus gros championnats, on va dire, pour prédire les champions des 10 plus gros championnats, c'est-à-dire F2, F3, Freka, Eurocup 3, GB3, F4 Espagne, Italie, Grande-Bretagne, France. Il m'en manque peut-être un. Mais en tout cas des plus gros championnats, on va dire. J'avais été pas mal. Et il n'y a pas eu de désastre industriel. Il n'y avait pas eu de désastre industriel en dehors de la F2 et de la F3 dont qu'on évoquera un petit peu plus tard pendant le live. Mais en vrai, F1 Academy j'avais bon, Freka j'avais bon. F4 France, si je dis pas de bêtises, j'avais mis Arthur Dorisson qui a fini deuxième. En F4 britannique, je crois que j'avais mis Fionn McLaughlin et il a été champion, quand même. F4 espagnol, j'avais mis René Lamers qui a fini quatrième. F4 italienne, j'avais mis Emanuele Olivieri. J'avais été très influencé par ses performances pendant l'hiver, mais voilà, RS, pendant l'hiver et RS en Europe, c'est pas exactement la même chose, en tout cas en F4, donc il a fini septième, je crois. F4 espagnol, oui, j'en ai déjà parlé. Voilà, Eurocup 3, j'avais mis Rinicella vu qu'il renouvelait, au final il finit deuxième. Et GB3, j'avais mis Fairclough, au final il finit troisième. Voilà, ça c'était pour les championnats un petit peu moins importants, ou en tout cas qu'on n'a pas évoqué en live, mais là, voilà, on a vos pronostics aussi. Et tout simplement, on va commencer par la F1 Academy, alors que j'ai
perdu la souris, ok. Euh, Ouais, bah ça va. Oui, en vrai, ça va hein, pour un début. Mais voilà, vous allez voir, F3 et... Enfin, peut-être qu'on va arrêter le live après la F1 Academy et la Freca, puisque après F3 et F2, je me sentais plus, ou alors j'étais pas réveillé, puisque c'était les horaires de Melbourne, et je sais pas. GB3, j'avais mis Fairclough, et il a fini troisième, je crois. Donc ça va, ça va. Qui sera championne pilote? Vous avez été 74% à dire Dorian Pain, et même si ça s'est joué jusqu'à la dernière course, Dorian Pain a bien été sacrée championne et je l'avais bien prévu. Dorian Pain championne, ça, il n'y avait pas de, enfin, pas de souci. Voilà, ça a été plus dur que prévu. On avait quand même bien dessiné la saison puisque quand même la deuxième option qui arrivait au niveau des voix c'était Maya Veug, même si vous n'étiez que 4 à croire en elle. Au final, il s'en est pas fallu de forcément beaucoup. Ensuite, on avait Ganman, Lloyd. Il y avait qui d'autre? Attendez, Block, Chambers, sort de Woodstock, alors ça je sais qu'il a marqué. Bon, écoutez, pour ça, on commence bien. Je vous ai dit, on commence gentil, et ça va se corser un petit peu après. Qui sera championne équipe? Et ben là, à peu près les mêmes niveaux, c'est pas 74%, c'est 72% pour Préma. Et ben c'était un beau loupé, parce que c'est... J'ai un doute, j'ai pas révisé. J'ai pas révisé, c'est Campos qui a gagné, attendez. Oh la fraude, il a même pas révisé. C'est Campos, hein. Non, c'est Préma. Attends, c'est Préma. Bah c'est Préma. Bah oui, évidemment. Enfin, oui. Eh ben, j'avais prédit Préma, mais vraiment en le notant, en regardant les résultats du sondage, je me suis dit mais pourquoi j'ai mis Préma? Attendez, c'est fou. D'accord, bah je sais pas, en fait, ça me surprend vu que Dorian Pain, j'ai eu le sentiment qu'elle était un peu seule, mais c'est vrai que Nina Ganman, elle a marqué des points sur des courses à grille inversée notamment, et ouais, elle fait sixième. Ok, tant mieux, ça me fait une ouais, j'ai tout révisé, ouais, ouais, ouais. Bon, bah j'ai bon. Oui, comment c'est pas Campos? Ah, ça me rassure, je suis pas le seul. Non, mais ça montre aussi à quel point Campos, ils ont choke, hein. Je veux dire, ils avaient la meilleure voiture toute l'année et ils ont fait n'importe quoi. En même temps, si Chloé Chambers et Alicia Palmowski ne se crachaient pas entre elles toutes les deux courses, peut-être qu'elles auraient pu chercher le titre équipe. Mais en plus, on voit qu'il y a une grosse marge, hein. Et Campos a même failli finir derrière MP. Donc, ok. On a bon. Enfin, en tout cas, 71%, on a bon. Et d'ailleurs, même, c'est beaucoup plus, puisque je me rappelle que j'avais fait une petite boulette, donc j'avais mis le line-up de l'an passé, et en fait, du coup, on est plutôt sur du 90% qui avait prévu Préma. Donc, bravo à nous, même si je suis surpris en voyant le résultat. Euh, Palmowski et Ferreira sont quand même clownesques. Alors, Ferreira, oui, Palmowski, non. Quand elle se crache pas, c'est pas clownesque, le rythme est là. Mais elle se crache avec sa coéquipière toutes les deux courses, donc c'est un petit peu embêtant, quoi. Et puis, mais oui, surtout Ferreira a beaucoup déçu, je pense. Ok, que fera Pain en 2025? Alors, c'est là où il va y avoir une petite contradiction entre ce que j'ai mis là et ce que j'ai mis en Freca, parce qu'il y a une question sur Dorian Pain en voilà enfin en mars-avril pour la F1 Academy, mais vu que Dorian Pain était aussi engagé en Freca, j'ai aussi fait une question pour Dorian Pain en Freca. Et je me suis rendu compte qu'elle se contredisait, enfin je me contredisais dans mes propres réponses. Donc j'avais mis Dorian Pain, donc il y avait plusieurs options, notamment titre en F1 Academy et podium en Freca, titre en F1 Academy et quelques points en Freca, titre en F1 Academy mais 0 en Freca, et pas de titre en F1 Academy, et une majorité à 50% a mis titre en F1 Academy et quelques points en Freca, et moi j'avais fait le choix de mettre titre en F1 Academy mais 0 en Freca, comme 28%, et j'avais bon. Pour l'instant j'avoue que la F1 Academy, j'ai tout bon en fait. La F1 Academy, j'ai tout bon. Maintenant, voilà, je spoil un petit peu, je divulgage un petit peu ce qui se passe par la suite. En Freca, je dis l'inverse. Je dis qu'elle va marquer des points en Freca. Voilà, j'ai voulu mettre toutes les cartes de mon côté, quoi. Là, je me suis un peu trompé en disant titre F1 Academy et quelques points en Freca. Bah, ouais. On avait de l'espoir, il y avait de l'espoir. Elle refait de la Freca? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Homero, c'est une excellente question. N'hésite pas, évidemment. Je sais que tout le monde a dû la voir sur le chat ou même sur YouTube. Voilà, la vidéo
qui est maintenant la plus vue de ma chaîne sur l'avenir de Dorian Pain. Mais bon, actuellement, ça fait quoi, 2 semaines que cette vidéo est sortie, peut-être 3, il n'y a pas plus d'informations qui sortent. Alors certes, Dorian Pain, elle a été invitée à Abu Dhabi. Elle a été invitée à Abu Dhabi dans le garage Mercedes, très bien. Elle fait partie des célébrations, elle a célébré avec toute l'équipe, elle a célébré aussi avec l'équipe de Brackley, très bien. Canal a dit qu'elle était proche d'un retour en endurance lors de la soirée des champions. Et Homero qui nous dit en tout cas pas d'endurance. Bah, c'est top, tout ça, c'est top. Mais les infos que j'avais, alors je crois avant la finale de F1 Academy, c'était que le plus logique était un passage en endurance. Maintenant, Homero, pourquoi tu dis pas d'endurance? C'est à cause des problèmes d'Iron Dams ou autre? Puisque évidemment les problèmes financiers d'Iron Dams n'aident pas et Iron Dams ne sera pas là en Wake l'an prochain. Donc ces deux réactions prouvent exactement qu'on n'en sait rien. Oui, alors après voilà, le truc, j'ai du mal à être positif pour un avenir en monoplace dans le sens où elle ne teste pas. Elle ne teste pas. En Freca, elle a fait aucun des tests collectifs. En Eurocup 3, j'entends pas son nom. En GB3, j'ai pas vu son nom. Alors que même Maya Veuk, par exemple, elle a commencé à tester en GB3. Il y a du Aurelia Nobles qui a commencé à tester en GB3 aussi. Il y a des pilotes qui voilà, préparent 2026. Et Dorian Pain, elle semble préparer 2026, mais plutôt dans des bureaux, je veux dire, dans des négociations. À chaque sortie média, elle dit que ça négocie, que voilà, elle ne sait pas encore pour son futur, qu'elle voyait avec Mercedes, avec Iron Dams, etc. Ok. Pour le reste, j'en sais pas plus. Veug, elle était sur une Ferrari GT3 de AF Corse cette semaine à Barcelone. Oui, bah c'est. Voilà, son avenir à elle se prépare. Et c'est très bien pour Dorian Pain d'être dans le garage Mercedes, de célébrer, etc. Elle fait partie intégrante de l'équipe, blablabla. Enfin, Julien Febvre qui avait dit qu'il y aurait peut-être un test F1 qui se ferait. C'est très bien, mais c'est de la com tout ça. C'est de la com. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pour Dorian Pain? Bah voilà, on attend, on attend. Et pendant que Alex Munoz teste, on y reviendra sur la fin du live, pendant que Alex Munoz il teste en Freca pour le moment encore, en Freca avec Hard Grand Prix, que Jules Roussel a fait ses premiers tests aussi, il a fait ses premiers tests avec je sais pas qui, mais il a fait ses premiers tests sur la piste de Cremona en formule régionale. Voilà, les choses avancent pour les Français et Jules Caranta qui a testé en Freca, qui a testé en LMP3, qui a testé, voilà. Et pour Dorian Pain, on sait pas ce que ça donne. Donc, d'ailleurs, bah, en fait, ça reprend un petit peu la question suivante. C'était un sondage assez rapide. Est-ce que Pain montera en F3? J'avais mis non, pas de montée en F3 en 2026, et vous étiez 69% d'accord avec moi. Donc, désolé les 31%. Il reste encore 2 places. Il reste encore 2 places chez Dams, qui devraient normalement revenir à Nicolas Lacorté et Gérard Chier, hors immense retournement de situation. Euh, voilà, Donc, en vrai, en vrai on commence super bien. J'avais tout bon. J'avais tout bon, même sur la réponse où je croyais avoir eu faux, j'ai eu bon. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Roussel doit être convoité après son titre à Macao, je suppose. Après, il doit être convoité, mais c'est à lui ensuite d'amener l'argent, puisque peut-être qu'il peut avoir des deals un petit peu plus aisés financièrement après sa victoire à Macao, mais l'argent, faut quand même l'amener. Donc, pour être parfaitement transparent, Jules Roussel, je ne sais pas. Je sais qu'il a testé. Maintenant, je n'en sais pas plus. Je ne sais pas si c'était plutôt de l'Eurocup, si c'était plutôt de la formule régionale. Le fait que ça soit à Cremona me fait plutôt dire, donc c'est une piste italienne, me fait plutôt dire bah, que c'est de la formule régionale, mais sinon je sais pas. Mais il a testé, hein. Il a testé au mois de décembre, la semaine dernière. Donc écoutez, 4 sur 4 pour la F1 Academy. Je propose qu'on s'arrête là, puisque la suite sera pas aussi simple. On va passer à la Freca. Déjà, la Freca, j'ai fait des. Vous avez vu, la F1 Academy, j'avais un petit peu. Voilà, c'était que 4 questions. Là, ça va être un peu plus long. Je pense qu'on va s'approcher de la dizaine de questions. T'as des rumeurs sur Jules? Oui, mais il veut pas les commenter. donc, donc, donc voilà. Et puis, c'est que un écho qui me dit ça. Donc, j'attends qu'il y ait plusieurs échos qui se croisent, on va dire. Mais
Mais comme je l'ai dit, voilà, il a testé en Freka avec ART, il a testé en LMP3, euh, donc, euh, donc voilà. Qui est la Corté, même les 70% qui ont raison, espèrent que Pain ira chez Dams à leur place. Franchement, oui, c'est sûr qu'à choisir, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, notamment pour la Corté. Mais attends, Roussel ou. Ah, Jules! Ah, attends. Bon, en tout cas, j'ai répondu aux rumeurs sur Roussel et sur Caranta. De n'importe quel Jules, je sais pas lequel tu parlais, mais Arzox c'est plutôt proche de Caranta, donc je pense que tu demandais pour Caranta. Oui. En vrai, Xie et la Cortez sont meilleurs que Pain ou pas? Dosez, dosez, dosez. Alors, Xie, je sais pas. C'est pour ça que Xie, je sais pas, puisque il a montré des choses en GB3 quand même. La Cortez, c'est bon. Voilà. Faut, faut pas pousser mémé dans les orties au bout d'un moment. Voilà. La Cortez marquait des points en Frika quand même. Il en a marqué beaucoup? Je sais pas. Enfin, oui, non mais oui, Pain, zéro. Après, mais un pilote ne se résume pas qu'à une carrière en Freka, qu'à des courses en Freka, hein. Il y a aussi la F4. Bon, c'est vrai que Nicolas Lacorte avait gagné, je crois, en F4 Italie avec Prema. Mais bon, voilà, en termes de talent pur, je suis en vocal avec lui. Demande-lui. En plus, enfin voilà, je lui ai demandé. En plus, il sait, il sait. Enfin voilà, on a parlé. Il m'a dit, ouais, non, aucune décision n'a été prise. Bah d'accord. Et ben on va attendre, hein. On va attendre, monsieur Caranta. On va attendre des bonnes nouvelles, en espérant des bonnes nouvelles rapidement. Mais voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'il a testé en LMP3, il a testé en Freka. Euh, voilà. Les options restent ouvertes. Allez, on passe à la Freka. Euh, Pas faux. Regarde Slater, il a gagné la Freka, mais ça c'est juste parce que quand il menait les courses, Percy disait pas que ça se passait bien. Oui. Bon, qui sera champion pilote? Plat du pied, sécurité. J'étais parti sur ma théorie comme quoi Freddy Slater et oui, ça se pourrait qu'il y ait une petite qui soit pas satisfaite là dans le fond. Ouais, ça se pourrait, mais Euh, il a la chance, il a eu le droit de tester lui, il n'a pas eu de neige juste avant ses tests lui. On y reviendra sur les tests très fructueux d'Evan Gilter au Japon. Salut Kimi63, 15e mois de sub consécutif, merci à toi, bonne soirée à toi. Alors, purée, je me pensais que ça venait de chez moi, je me disais mais d'où vient le son? T'en fais pas, ça vient de chez moi. C'est pour ça que je parle beaucoup et que je laisse aussi très peu de moments blancs, encore moins que d'habitude, mais là je bois même plus d'eau quoi. Euh, voilà, mais voilà, elle est féministe, elle est pour défendre les femmes en F1 et pour défendre Dorian Pain. C'est déjà une fan de Dorian Pain, et ça c'est beau. Ça c'est beau. Bon, qui sera champion pilote? 49% avaient mis Freddy Slater, 40% avaient mis Gilter. On rappelle qu'on était dans un contexte où on sortait de la Formule régionale Moyen-Orient, où Gilter avait battu Slater notamment. Sauf que voilà, Jules te passe le bonjour, et bien je lui repasse le bonjour. Euh, je lui repasse le bonjour. Euh, On avait dit, donc oui, Gilter avait été champion au Moyen-Orient, mais Moyen-Orient et Freka, c'est pas toujours la même chose. D'ailleurs, Tuka Taponen avait été l'exemple parfait l'année précédente où il avait été un très large champion au Moyen-Orient. Tout ça pour finir troisième en Freka. Donc, voilà, au final, Evan Gilter n'a pas pu se battre pour le titre. En dehors du premier et des deux derniers week-ends, il n'a pas été en bataille pour le titre. Et pourtant, malgré ça, il a réussi à arracher une cinquième place au championnat. ART, c'est catastrophique. Et on va voir comment ça va se passer. Ça va être intéressant en 2026 avec la nouvelle voiture, nouvelle réglementation, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un très bon pilote notamment qui devrait les rejoindre. Je ne sais pas si Alex Munoz est parmi nous, mais il y a un très bon pilote qui devrait les rejoindre et qui a déjà impressionné en test. On aura l'occasion d'en reparler. J'avais mis Freddy Slater. Pour moi, j'étais parti sur une théorie comme quoi Slater-Prema, c'était un combo imbattable. Parce que Prema, c'est Prema, et Prema a gagné tous les titres en Freka depuis 2022. Donc, à partir de là,
Et en plus, ils avaient un top pilote en présence de Freddy Slater. Donc pour moi, ça ne faisait aucun doute. J'avais mis Slater champion. Et c'est ce qui s'est passé avec une course d'avance. On notera quand même que certains ont noté Deligny, ont noté Nakamura, ont noté Peugeot, ont noté Bedrin, ont noté Pain. Il y a 2 personnes qui ont mis Dorian Pain championne. Woodstock évidemment et Nand Davoud Biron Bagdi. Je pense qu'un certain FCB Noah 7 a voté 2 fois. Il n'y a même pas de Palo dans la liste, mais de Palo, personne ne pouvait le prévoir. Le gars il sort de nulle part. Et d'ailleurs, en Freka F3 F2, j'ai fait aussi. Enfin, il y avait une question sur le top 5. Il y avait une question sur votre top 5 au classement général. Je pense que De Palo, je ne sais pas s'il est beaucoup là, puisque le gars il avait été battu par ses 2 coéquipiers l'année d'avant, et il rejoignait Trident, équipe qui avait jamais gagné en Freka. Bah, c'était pas évident de le voir jouer le titre. Donc bon, encore une fois, une bonne réponse. Je profite que ça soit qu'il y a des bonnes réponses puisque voilà, les bonnes réponses vont se raréfier au fil du live. Qui sera champion équipe Prema à 65% avec un line-up Slater, Aldairi, Beaton, Pain. Alors, line-up peut-être assez faible, mais on remarquera, enfin on rappellera aussi que Rachid Aldairi avait fait des très bons débuts en formule régionale à Macao et au Moyen-Orient. On avait ensuite 23% pour Art Grand Prix avec Evan Gilter, Taito Kato, Kanatoli. 8,6% avaient voté R-Ace avec ce line-up Enzo Deni, Jin Nakamura, Akshay Bora. Et bien voilà, on est là. Alors moi j'avais voté Art Grand Prix, puisque vraiment le trio Gilter Katoli m'avait vraiment impressionné au Moyen-Orient, mais la saison n'est pas allée comme prévu pour ART. Il y a 7 cracks qui ont voté R-Ace, Deligny, Nakamura, Akshay Bora. Bravo à vous. Ça restait un très bon line-up. Ça restait un très bon line-up avec un pilote redoublant, expérimenté, talentueux, etc. Avec 2 rookies avec un profil assez atypique pour Jin Nakamura qui venait de chez Toyota. Mais voilà, ils n'avaient pas montré signes beaucoup de gages de confiance, on va dire, pendant l'hiver au Moyen-Orient, même si on a vu que Deligny montait en gamme, et d'ailleurs avait gagné lors du dernier meeting au Moyen-Orient. Mais c'est dingue comment les coéquipiers de Slater étaient nuls. Ouais. Ouais, clairement, ils n'ont pas existé. Ils ne font pas partie du top 10. Attendez, je vais ouvrir. Je vais ouvrir le classement. Attendez. On avait. Ah non, Aldairi. Aldairi 8 quand même. Et on avait Jack Beaton 13. Bon. Oh, merci. Oh, merci. On a le craquage. On a le craquage de Julien Envia. Merci beaucoup à toi. 5 subs offerts à Guillaume, Z Sotorus, Benito56, Step Manlo et Mes12 mai. Merci, merci, merci beaucoup. Bora a fait une très belle année, plus que ce que j'attendais, je pense. Bora. Alors évidemment, on parle beaucoup d'Evan Gilter, qui mérite 100 fois, 1000 fois une place en F3, mais Akshay Bora la mérite aussi. Hein. Surtout, en plus, ça vient après une année où il avait été déjà très bon en F4, où il avait été champion d'Euro 4. Ça fait 100, ça fait un nombre rond. Julien, tu sais, alors tu as offert 100 subs sur la chaîne, tu sais ce qui est un autre nombre rond aussi, c'est 1000. Le gars qui provoque la ruine de ses abonnés. Bora était rookie, oui, il était rookie, c'était le petit frère de Nikhil Bora. Et il avait plus de talent que Nikhil Bora, qui était déjà pas dégueu. Mais voilà, malheureusement, de ce que je comprends, avec Shai Bora, il a un peu tout misé sur cette saison en termes de budget. Et bah, malheureusement, voilà, ça fait qu'il s'est retrouvé un petit peu bloqué. Il s'est retrouvé un petit peu bloqué, donc franchement, bravo à vous. Alors après, voilà, le titre s'est pas joué de beaucoup, il y a quand même 21 points d'avance pour R-Ace, devant Prema, mais on le voit, voilà, ART n'a pas du tout été dans la lutte au titre équipe, ça s'est joué entre R-Ace et Prema, toute l'année, et au final, R-Ace, avec 8,6%, s'est finalement imposé, et a décroché son premier titre depuis 2021, à l'époque c'était avec Adrien David, Isaac Adjar et Zayn Maloney. Gilter et Bora vont se retrouver au Japon ensemble, c'est beau. Ouais, non, c'est chouette, mais voilà, ça aurait été encore plus chouette de les retrouver en F3, mais bon. La vie est ainsi faite, je vais dire. En tout cas, bravo à ceux qui avaient prévu RS, car là, comme ça, t'arrives en octobre, tu te dis, bah ouais, ça paraît logique, Deligny, Nakamura, un pilote Toyota, Bora,
ça paraît logique, mais voilà, Air c'était pas dans un niveau de confiance comme ça. Fin 2024, on rappelle, Air finit au bout du rouleau, Tuka Taponen il est complètement garé, Enzo Dellini ne marque plus un point sur la fin d'année. C'était vraiment vraiment compliqué. Donc franchement, bravo à Harris, à Dellini qui a aussi été vraiment le leader de l'équipe, qui a marqué 50% des points de l'équipe. Donc voilà, félicitations à l'équipe vendéenne. Qui sera la révélation de l'année, le rookie le plus marquant? Bon, j'avais été un petit peu joueur, j'avais mis en plusieurs réponses, notamment Freddy Slater, notamment l'anglais au numéro 27, notamment le gars managé par ADD comme Norris, Fast Freddy. Bon, il n'y avait pas beaucoup de doutes sur qui serait le meilleur rookie. Et moi, personnellement, j'avais mis le gars managé par ADD comme Norris. Bon, bah j'avais bon. Voilà, la majorité a mis Slater. Bon, écoutez, le gars est champion. Je pense qu'on peut dire que c'était le meilleur rookie. Même si, voilà, Akshay Bora, Taito Kato, c'était vraiment pas mal. Donc, enfin, Taito Kato, vraiment, j'ai bien aimé, même s'il n'y a pas eu de podium sur la deuxième moitié de saison. C'est vraiment monté en puissance. Donc voilà. Pas peur de dire que Kato était meilleur que l'affreux Frody Skipper. Non, non, alors évidemment, si j'ai envie d'être complètement biaisé, j'ai envie de dire, enfin évidemment, moi je préfère Taito Kato à Freddy Slater. Freddy Slater, je ne le connais pas spécialement, euh, mais voilà, Freddy Slater, il a quand même fait une saison de Freka de très très haute volée. Il mérite complètement son titre. Et pour moi, il a vraiment fait un step en termes de maturité, en termes d'expérience, en termes de philosophie de course. Et sur sa saison de Freka, ma théorie se valide. Mais voilà, malheureusement, pour lui, sa fin de saison s'est ponctuée par le crash à Macao tout seul. Donc, bon, c'est une fausse note pour terminer, mais en attendant, Freddy Slater, bon, ça a été le meilleur rookie. On n'avait pas trop de doutes là-dessus. Que fera. Malheureusement, là, on va commencer à attaquer les pronos de nos Français. Que fera Gilter pour sa deuxième saison chez ART? Alors, 39% avaient mis champion, 58% avaient mis top 3 au championnat, et malheureusement, il y a deux personnes, il y a deux pauvres pecnos qui avaient mis hors top 3, et j'avais mis entre parenthèses aïe. En fait, c'est. Voilà, enfin, malheureusement, il faut se replacer dans le contexte. Faut se replacer dans le contexte. Il a battu Freddy Slater, il est devenu ta faute Percy. Non, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute s'il y a une telle différence de performance entre le Moyen-Orient pour ART et entre la Freka. Le gars, toujours aujourd'hui, c'est le seul à avoir battu Freddy Slater sur un championnat FIA. Voilà, même si pour moi Préma c'était imbattable en Freka, j'avais du mal à voir pourrait, qui pourrait en fait. Enfin voilà, on l'a vu pendant l'intro. Je me demandais qui pouvait embêter nos Français. On avait du Deligny chez RA, je me dis avec plus d'expérience ça irait. Gilter avec ART qui avait été exceptionnel au Moyen-Orient. Oui, il n'y avait pas les Pirelli en Frémec. Oui, bah je pensais pas que ça aurait une telle importance. Euh, oui, car c'est les pneus JT qui sont utilisés, en tout cas jusqu'à cette année. À partir de l'année prochaine, je crois que c'est les pneus Pirelli en Frémec, en Frémette. Euh, Point positif, il découvrira une nouvelle culture pour l'année prochaine. Ouais, c'est vrai, il faut voir le positif. Euh, Slater est l'homme le plus chanceux du monde. Demain, il est dans une super Formula à Suzuka pendant que Gigi a traversé le monde pour rien en s'apprêtant à rouler à Sugo. Oui, 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 oui. Hâte de la question que va faire Peugeot. Natoun 28. Chaque chose en son temps. Déjà, une blessure par une blessure, on va dire. Non, mais c'est vrai que c'est le seul championnat où ART a été performant. On va dire que Tuka Taponen a un petit peu sauvé les meubles en F3, mais même, c'est tout top 10 tout juste et il n'y a pas de victoire. Et sinon. Après, voilà. Alors, Pirelli avait changé ses pneus cette année. Avait changé ses pneus. D'ailleurs, RS a bien apprécié le changement des pneus. Je crois. Bon, je dis peut-être une bêtise. Je confonds entre les années, parce que ça passe entre des pneus plus durs, plus tendres. Ça alterne un petit peu chaque année. J'ai l'impression que c'était des pneus un petit peu plus tendres cette année. Et que RS avait bien apprécié, Prema un petit peu moins justement, donc ça peut expliquer pourquoi ils étaient un peu moins dominateurs que d'habitude. Euh,
Dire que Gilter est le seul à avoir battu Slater, c'est comme dire qu'Ocon a battu Verstappen en F3, c'est vrai, mais tout le monde s'en fout. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ocon, c'était sa 3e saison en monoplace. Verstappen, sa première. Ocon était chez Prema. Verstappen était chez Van Amersfoort. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Gilter, il a quand même fait un sacré exploit. Il a quand même fait un sacré exploit en battant Slater. Et c'est pour ça, on avait vibré tout l'hiver au rythme des exploits d'Evan Gilter. Et, euh, et voilà, c'est sûr que c'était difficile d'imaginer. Surtout que voilà, l'an passé en Freca, RT, ça avait été bien. En 2024, Giusti avait fini 4e à un souffle du podium final. Gilter était 7e en étant rookie. Voilà, voilà. Bon, au final, ça fait 5e. Ça reste quand même une bonne saison, malgré voilà, le petit coup de mou, mais il n'y a jamais eu de week-end catastrophe. Il a marqué des points à tous les week-ends, et puis il y a surtout cette fin où il termine très très fort. Ce début, excellent aussi. Moi, vraiment, c'est ce qui me surprend. Comment tu peux être aussi exceptionnel sur le premier week-end? Parce que tu peux pas dire que c'est ah les pneus Pirelli qu'ART a pas compris. Bah non, le premier week-end, ils ont été exceptionnels. Et sur la fin, Hockenheim, Monza, ils étaient très très forts. On le voit d'ailleurs, t'as Kato qui fait des P4. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en milieu de saison? Je ne comprends pas. Entre Gigi et Martin, ça RT commence à avoir du sang bleu, blanc, rouge sur les mains. Bon, on va espérer que ça s'arrête là, hein, Alex? On pense à toi. Ça va changer l'an prochain. Et dire que des parents n'accompagnent même pas leurs enfants à l'autre bout du monde alors que c'est super confort un siège en première classe. Mais alors ça, Julien, je sais pas si vous avez vu la... Hop, pourquoi il n'y a plus le focus? Oui. Je sais pas si vous avez vu la déclaration d'Adam Norris, le papa de Lando Norris après son titre. Waouh! Waouh! Je le toupet, l'outrecuidance du gars, vraiment, vraiment, waouh, ça, enfin vraiment, ça un mépris pour les, pour les gens moins aisés que lui, on va dire. Je veux pas dire pour les pauvres, hein, voilà, je sais pas, les Ocon, les Leclerc, etc. C'est beaucoup, enfin c'est pas, ils sont pas pauvres pour autant, enfin même si Ocon il l'était un petit peu quand même, mais c'est juste vraiment descendre les autres gratuitement et dire que globalement ce qu'il a dit c'est que moi en tant que parent j'ai toujours été là pour mon fils, je l'ai toujours accompagné sur les circuits et tout, dans les avions, etc. Alors qu'il y a tout plein d'autres parents qui le font pas. Mais, mais dans quel monde il vit? Le gars, c'est l'une des plus grandes fortunes d'Angleterre, évidemment qu'il enfin, ça, ça me fascine d'être aussi déconnecté de la réalité. J'ai pas réagi sur Twitter parce que après, on allait me prendre pour un hater de Lando Norris, ce que je suis pas vraiment, même si c'est pas un gars que j'apprécie. Ça reste un excellent pilote, mais waouh, peut-être qu'avec une éducation comme ça, c'est sûr que ça a pas dû l'aider à le rendre appréciable, même si, encore à la rigueur, je l'ai trouvé un petit peu plus appréciable quand même, enfin de plus en plus appréciable sur la fin d'année, Lando Norris. Mais alors, son papa, oh waouh, faut qu'il arrête de parler, hein. Faut qu'il arrête de parler. Norris et Slater, c'est vraiment les mêmes, on peut rajouter la case proche détestable. Bah oui, puisque je n'ai jamais parlé à Freddy Slater, mais de tous les retours que j'ai, Freddy Slater, c'est un gars en or. Mais voilà, il y a des proches, notamment le petit frère, qu'on découvrira en F4 britannique l'an prochain. Détestable, ouais, voilà. Enfin, c'est aussi pour ça que les Norris, j'ai du mal. Ouais, 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 les Norris, ça c'est sûr, j'ai du mal. Lendo, je me dis, il est en train de changer, etc. J'ai bien aimé, enfin voilà, il se remet en question, etc. Sur certaines déclarations qu'il a pu faire par le passé. Voilà, je serai jamais fan du pilote, je pense, mais voilà, j'apprécie au moins l'effort. Mais par contre, son papa, faut qu'il arrête de parler, hein, faut qu'il arrête de parler. Plus facile d'être sympa quand tu gagnes. Certes, c'est sûr. Évidemment, ça aide, mais bon. Euh, J'adore Lendo, je suis fan de sa personnalité depuis son arrivée en F1, je n'ai rien à voir avec son daron. Oui, je me doute, je me doute. Et d'ailleurs, j'en profite maintenant qu'il est champion. C'est la première fois que j'ai créé la page Wikipédia d'un champion du monde de F1. Voilà, il fallait que ce jour arrive, ce jour est arrivé. Je l'avais créé sa page en, je sais pas quoi, 2016, je sais même plus. Mais j'avais créé sa page Wikipédia à l'époque, quand il était en, je sais même plus, il était en Formule Renault, j'imagine. Peut-être qu'il avait dû gagner la Formule Renault. Et j'avais créé sa page Wikipédia. Ben, maintenant le voilà champion du monde F1. Voilà.
Norris sera le premier champion du monde que ton enfant aura vu. Faut pas dire les choses comme ça. Et mais c'est vrai que c'est un petit peu choquant. Et waouh. Euh, Après, champion du monde. En soi, le premier champion du monde qu'elle a vu, c'est Max Verstappen. Parce que Norris n'était pas encore champion quand elle a commencé à écouter la F1, parce qu'elle regarde pas les écrans évidemment, mais quand elle a commencé à écouter des grands prix. Donc, voilà. Mais c'est vrai que sur un palmarès. Attends, moi c'était quoi? Bah, c'était. Moi le dernier. Ah! Attendez. Non, oui, il y a eu Hamilton. Non, juste pour dire que moi, le champion du monde, quand je suis né, c'était Mika Hakkinen. C'était Mika Hakkinen, et c'est l'année où Michael Schumacher a gagné son premier titre avec Ferrari. What is going on with DC? Oula, quoi? Euh, le premier champion du monde, c'est Théophile Naël. Exactement, le premier champion du monde de Formule régionale. Évidemment, c'est Théophile Naël. Voire même le premier champion du monde, c'est Jules Roussel, évidemment, avant. Euh, Perso, c'est Nelson Piquet. Bah, écoute, oui, ça. Après, Nelson Piquet, c'est quand même beaucoup plus prestigieux, hein, quand même. C'est quand même beaucoup plus prestigieux. Bon, écoutez, on s'est un petit peu égaré. Gilter, cinquième, ça reste quand même une très bonne saison et c'est pas de sa faute. Mais voilà, sur le moment, quand on se replonge sur le début de saison, avant les premières courses de Freka, ça fait mal. Que fera Deligny pour sa deuxième saison chez RAce? Et là, je me suis planté aussi de très peu. De très peu, car si je reprends le message que j'avais dit à l'oral, alors j'avais au final fini par cocher top 5 en disant que du coup il y aurait du mieux. Et j'avais dit top 5, je coche top 5 pour tempérer les ardeurs autour de Deligny en espérant au fond de moi le top 3. Mais j'avais coché top 5 et au final le top 3 il l'a. Il l'a à un chouille, à un chouille parce que vraiment Pedro Clerot finit à égalité avec lui après la fin de week-end, enfin la fin de championnat rocambolesque où Enzo Deligny se faisait rentrer dedans par tout le monde. Deligny a fait top 3, donc félicitations aux 21% de personnes, aux 17 personnes qui avaient vu juste. Il y a quand même 23% qui ne croyaient pas du tout en lui et qui le voyaient hors top 5, qui voulaient son downfall. Moi, je voyais un flop pour Enzo, je suis heureux de m'être trompé. Bah ouais, enfin. Franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'avais vu des bonnes choses. J'avais vu des bonnes choses vraiment sur la Formule régionale Moyen-Orient. Si vous vous rappelez, on avait streamé plusieurs courses de Formule régionale Moyen-Orient. Le début de la Formule régionale Moyen-Orient, c'était cataclysmique. Le début pour Enzo Deligny, il était 12e, il était vraiment perdu dans le peloton. Et week-end par week-end, ça montait. Et au final, il avait gagné sur le dernier week-end, sur peut-être une course à grille inversée quand même, mais il faisait 5e du championnat, je crois. Et je me suis dit, ah, ça monte bien, il gagne en confiance. Et Deligny, c'est typiquement un gars qui marche à la confiance. Et là, on l'a vu, bah voilà, je vais pas dire saison de patron, une saison de patron, t'es champion, mais voilà, il a mené vraiment l'équipe RS, il n'a pas été gêné par ses coéquipiers, il a été vraiment le leader de son équipe, il a eu des très grosses victoires. Évidemment, un petit peu comme le coup de sang de Max Verstappen en Espagne, on peut repenser à cette disqualification en Hongrie où il a la victoire, où il est exceptionnel, où il survole, où il a un rythme sensationnel, où il y a des premières coupures moteurs, il se fait passer par Slater et il le redépasse et il s'envole, mais il y a de nouveau des coupures moteurs, au final il finit troisième, ça provoque sa colère et il pète un câble dans le tour d'honneur. Euh, et donc au final il se fait disqualifier. C'est vrai que ça l'a beaucoup mis hors jeu. Ça l'a beaucoup mis hors jeu quand même dans la course au titre, puisqu'après ça lui a donné un gros retard qu'il a été difficile de combler. Et au final, bon, de toute façon, voilà, il finit assez loin avec ce dernier week-end manqué où il se fait rentrer dedans par tout le monde et où Freddy Slater fait une double victoire. Pas trop de regrets à avoir au final. Quand tu fais des signes Joule 2 secondes avant le départ, quand t'es en pôle, c'est que t'es bien en confiance. Bah oui, non mais voilà, c'est un gars qui marche à la confiance et la confiance, il l'a eu. Euh, En termes d'image aussi, c'est compliqué pour un mec de son talent, malheureusement. Le truc, voilà, c'est que Enzo, il traîne forcément avec lui ses petits pétages de plomb passés, de l'époque de la F4 Espagne notamment, et puis là, il y a un deuxième pétage de plomb. Voilà. C'est vraiment dommage, puisque
enfin, en dehors de ça, cette année, il traîne avec lui Adrien David. Alors, enfin, Adrien David n'est pas mal vu dans le paddock. Il n'est pas mal vu dans le paddock. Voilà, malheureusement, les opinions politiques de chacun, blablabla, patati patata. Le sport auto, c'est un sport qui est très de droite, donc beaucoup de gens sont très de droite, donc beaucoup de gens ont les mêmes opinions politiques qu'Adrien David. Certains les affichent plus ou moins. Voilà, on va essayer de rester le plus politiquement correct pour tout le monde, mais voilà, ça fait que c'est pas mal vu de traîner avec Adrien David. Adrien David, il n'a pas ruiné sa carrière euh, en affichant ses opinions politiques, on va dire. Mais voilà, pour certaines personnes, ça peut poser un peu plus de soucis. Mais dans le monde du sport auto, ça ne pose pas souci. Voilà, vous pouvez penser ce que vous voulez du milieu du sport auto, c'est comme ça. Mais, euh, mais voilà, mais il gagne en confiance. Et quand il gagne en confiance, il est de plus en plus fort, Enzo Dellini. Et ça marche. Donc voilà, il a au final fait un très beau top 3, donc vous aviez bon à 21%. Félicitations à vous. Voilà, moi j'avais faux, j'avais mis top 5, mais voilà, je l'ai dit à l'oral, j'espérais le top 3, il l'a eu, félicitations à lui. On va peut-être passer à la prochaine question. Que fera Peugeot pour sa deuxième saison de Freca? La première chez RPM. Alors, il y avait 4 options. Top 3 au championnat, il y a 2 personnes qui avaient mis top 3 au championnat. Top 5, il y avait 27 personnes, donc 33% qui l'avaient mis. Top 8, il y avait 48% qui l'avaient mis. Et hors top 8, il y avait 16%. J'avais mis top 5. Bon, Enzo Peugeot n'est pas dans le top 5 et n'est pas dans le top 20 non plus. Et au final, il n'a fait que 3 manches durant cette année, avec notamment 4 11e places comme meilleur résultat. Vraiment, ce qui est dingue, et voilà, enfin, vous pouvez revenir, enfin, pour ceux qui regardent sur YouTube, vous pourrez revenir, voilà, sur ce que je dis dans l'intro de live, où je dis, moi, j'étais vraiment super hypé par la signature avec RPM. Je me suis dit vraiment, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de beau, quoi, de faire quelque chose de grand. La grille de l'Africa, je la voyais pas si forte que ça, et au final, c'est une philosophie, ça n'a pas du tout marché en termes de pilotage. Le pilotage d'Enzo Peugeot était à l'opposé visiblement des setups qu'avait l'habitude de faire RPM. Voilà. Donc il n'a fait que 3 manches et il finit 22e du championnat. Et il n'a pas roulé depuis. Il n'a pas roulé depuis. Maintenant, il n'a pas roulé depuis en compétition. Maintenant, ça a pas mal testé. Ça teste pas mal avec la F4 France, enfin, avec la FFSA Academy. Ça a pas mal testé avec Ligier aussi pour euh, développer la nouvelle formule régionale de Ligier. Les tests en LMP3, les tests. Je sais pas s'il a fait des tests en LMP2. En tout cas, il a fait des tests en LMP3. Voilà, je pense qu'on reverra Enzo Peugeot sur un programme de course l'an prochain. Mais en plus, il avait été invité de la chaîne juste avant le début de la saison. Et ben, waouh, j'ai rarement autant porté poisse à un pilote. On rappelle que parmi les pilotes que j'avais invités en début de saison, il y avait aussi Enzo Dellini, donc ça va, je suis pas non plus un poissard à ce point. Euh, Ce qui est triste, c'est que des pigistes rookies chez RPM ont scoré des points et pas lui. Ouais, bah pour moi, voilà, vous n'allez pas me faire croire que Enzo Peugeot a perdu tout son talent. On rappelle que chez Saint-Éloque, il avait battu Théophile Naël quand même sur peut-être la moitié des meetings et qu'il a fini largement, enfin facilement devant Matteo De Palo. Il battait Matteo De Palo tout le temps, constamment. Voilà, voilà, voilà. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat, donc c'est la première fois, merci beaucoup. Voilà, malheureusement, bon, ça a été un désastre industriel, on va pas se le cacher, et on tombe de haut, j'imagine que lui aussi est tombé de haut, et j'espère qu'il pourra revenir en sport automobile dès l'année prochaine. Et là, c'est là où on a l'incohérence dont je parlais sur le début du live. Que fera Dorian Pain pour sa deuxième saison en Freca chez Prema? Eh bien, j'avais mis hors top 10, pas de podium. Donc j'avais mis comme la majorité, donc pas de podium, mais ça voulait dire des points, parce qu'il y avait une autre option qui s'appelait aucun point, et vous aviez été 21% à la cocher.
Voilà, c'est pas cohérent avec ce que j'ai mis sur le précédent pronostic sur la F1 Academy, mais voilà, j'ai essayé d'augmenter mes chances. Lors de mes pronostics de F1 Academy de début d'année, j'avais vu juste. Pour mes pronostics de Fréca, je me suis dit je tente un truc différent. Eh bien, ça n'a pas marché. J'aurais dû rester sur les pronostics de F1 Academy. L'important, c'est de participer. On va dire ça, ouais. On place Enzo Peugeot 15 places plus haut que la réalité. Donc voilà, au final, vous étiez 21% à avoir bon. On notera quand même, il y a quand même 3 personnes qui ont dit top 5 au championnat pour Dorian Pain, et top 10, il y en a 18% quand même, ce qui me paraît quand même pas mal. Bon, bah voilà, au final, pour Dorian Pain aussi, ça a été une saison très compliquée. Elle a fini 30e avec 4 meetings, réalisés. Et comme résultat, deux 17e place. Donc voilà, c'était pas non plus la saison de Dorian. Combien de victoires françaises cette année? Et je crois que j'ai bon. Je crois que j'ai bon parce qu'on a été une majorité absolue, on a été 70% à mettre 3 à 5 victoires françaises. Honnêtement, j'ai limite envie de dire que j'ai été petit joueur, puisqu'avec tous les espoirs qu'on avait autour de Deligny, autour de Gilter, autour de Peugeot, je crois que en essayant de me remémorer ce que j'avais pu dire, je crois que j'avais dit que je voulais pas mettre trop de victoires françaises dans le cas d'une surdomination de Slater, dans le sens où par exemple il y a un monde où Slater prend 20 victoires et on peut se retrouver avec les Français 2, 3, 4 au championnat mais avec 0 victoire. Et du coup je me suis dit bon, on va essayer de trouver un petit intermédiaire et j'ai mis que 3-5 victoires. Et du coup, en effet, on a bien 5 victoires. Voilà, 4 victoires pour Enzo Deligny, une pour Evan Gilter. Il s'en est pas fallu grand chose pour qu'on en ait 6, voire même 7, hein, quand on repense voilà, au week-end d'Evan Gilter à Monza, ou même le week-end bah, évidemment de la Hongrie pour Enzo Deligny, forcément. On n'était pas loin du 6, on restera à 5 victoires, donc franchement, bravo à tous, 70%. Il y a quand même un dépressif, attendez, ouais, il y a un dépressif qui disait aucune victoire française cette année. Heureusement, il avait tort. Il ou elle avait tort. Ça, faut que j'arrête de poser cette question puisque j'ai toujours faux. Un pilote français arrivera-t-il en cours de saison, hors Matteo Capieto qui était déjà prévu pour arriver en cours d'année? Euh, J'avais mis, je crois que ouais, voilà, j'avais mis oui. J'avais mis oui, bah, puisque c'est vrai qu'on a plein de talents en F4, hein, Iglesias, Munoz, voilà, il y avait Dorisson, il y avait Roussel, il y avait Perrard, il y avait Dupé, il y avait Consani, non, puisqu'il avait 15 ans encore. Euh, donc voilà, j'avais l'espoir, ouais, des contacts avec ART, avec RACE, etc. Bon, au final, non. Un tiers. Ah bah, j'étais dans la minorité, vous étiez deux tiers à être réaliste et terre à terre, non, chaque chose en son temps, eh bien vous faites bien de me recadrer, bon, très bien. Euh, Les Belges, eux, ont eu leur pilote, bah oui, avec Eikemans, ouais. Eikemans qui était peut-être un peu moins prévisible, en plus Eikemans qui a marqué des points, est-ce qu'il y a eu d'autres Belges qui arrivaient? Bon, Mailleveux, mais ça compte pas trop, et puis il y a les Néerlandaises, ouais. Et vous voyez, enfin, il y a eu tout plein de pilotes qui sont arrivés sur la fin d'année. Enea Frey, par exemple, qui est suisse, un polonais, deux américains, un laiton, un chinois, un mexicain. Voilà, je pouvais avoir des espoirs. Au final, non. Et le top 5 de la Freca. Alors, on rappelle, les bonnes réponses, ce sont Slater, De Palo, Deligny, Clairot, Gilter. Et ben, je vais faire un truc simple. Je vais mettre CTRL F, De Palo. Attendez. Il n'y a que un seul. Parmi les. Attends. Oui, parmi les 68 personnes qui ont voté, il y a De Palo qui est là qu'une seule fois. Bah, je pense, voilà, ça veut tout dire. Enfin, ça veut tout dire. C'était inattendu. C'était inattendu. Euh, Ah oui, soyons fous, Maceo. Ah oui, Maceo Capieto, carrément, ça venait de plus loin, là. C'était un cri du cœur. Mais voilà, il y avait pas mal de Gilter Slater. Bedrin Beaton, waouh! Euh, Cato, Peugeot, ouais, blablabla. Et vous voyez, il y avait beaucoup de Slater, Gilter, Deligny.
Woodstock, Biron Bagdi, Mektounif, Nios, Sakazeta, je me demande qui a bien pu mettre ça. Slater, Gigi, Lapeuche, Kato, Yamakoshi. Ouais. Bon voilà, mais en fait, deux palos, personne ne l'avait vu venir en fait. Attends, Slater, Gilter, ouais. Clairot 6, Deligny 7. En vrai, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal ça, cette prédiction là avec deux palos. Ouais, c'est pas si mal. Mais en fait, deux palos fausse tout quoi. Il a eu un éclair de génie plus une mauvaise vision avec Peugeot 5. Bah ouais, à quoi ça tient, hein. À quoi ça tient? Dommage qu'on puisse pas afficher les noms en fait. Mais voilà, l'an prochain, je ferai en sorte que chacun puisse mettre un pseudo pour qu'on puisse vraiment retrouver, pour que vous aussi vous puissiez retrouver qui avait fait quoi. Ça sera un petit peu plus simple. Un sub pour celui qui l'a trouvé. Bah, franchement, ouais. Ah non, attendez, il y a un autre de Palo. Il y a un autre de Palo, mais qui a tout collé. Attendez. Ouais, bah il y a un seul. Bah les deux de Palo sont à côté. Slater, Gilter, Kato, Deligny, de Palo. Et bah ça, c'est 4. En vrai, 4 du top 5. En vrai, je pense que c'est la meilleure option, le meilleur qu'on aura, hein, ça. Tu remplaces Kato par Clairot, t'as les 5 pilotes du top 5. Donc bravo ça. Bravo, Kato qui est vu un peu haut. Enfin en fait les ART en fait qui ont été surestimés, mais c'est normal après ce qu'ils avaient fait au Moyen-Orient. Donc ouais. Ouais ouais ouais. Bon, on s'est bien amusé, on va dire j'ai limité la casse, mais il est temps de passer à la F3. Et la F3, on le rappelle, nouvelle réglementation. Nouvelle voiture. Ce qui veut dire potentiellement une hiérarchie complètement redistribuée. Euh, Bon, vraiment, j'avais envie, j'avais des pulsions violentes envers moi quand j'ai revu le live, quand j'ai fait la rediffusion. Qui sera champion F3? Et j'avais mis Camara au début. J'avais mis la bonne réponse au début. J'avais mis Raphaël Camara parce que c'était évident. Le gars, Raphaël Camara, il est champion de frécasse. Je dis depuis des années que c'est un énorme talent et c'est peut-être même un talent générationnel, mais qui a eu qui a eu la malchance de tomber à côté d'Antonelli durant sa jeunesse, on va dire, en tant que coéquipier. Voilà. Mais moi, mes doutes, ils étaient sur l'équipe en fait. Et là, il rejoignait Trident, qui est la meilleure équipe de F3, mais il y a une nouvelle voiture. Donc peut-être, imagine, Trident, tout à coup, ils se mettent à avoir le niveau qu'ils ont en F2. Et, euh, et du coup, alors que j'avais coché Camara en live, je me suis dit, jouons le beau jeu. Oh bah oui, jouons le beau jeu et mettons Callum Voisin. Callum Voisin, 14e cette année. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 14e cette année. Attendez, je crois que c'est 14e. Hein. 14e, il n'est même pas... Ouais, 14e. Un podium. Un podium. Et ce n'est même pas le meilleur pilote Rodin. Parce que Bilinski est devant lui. Alors ça, c'est vraiment le truc imprévisible. Quand on est joueur, on joue. Et quand on est joueur, on perd aussi. Sacré flair, ouais. Ouais, ça c'est beau, hein. C'est beau, hein. T'étais pas seul dans ce live à dire qu'il allait faire une grosse année, Voicin. Je sais pas, je sais pas. Vraiment, j'avais beaucoup d'espoir dans les Rodines, mais surtout, attendez, là encore, faut se remettre dans le contexte, comme on a fait pour la Freca. Pourquoi je voyais Voicin aussi haut? Parce que il finissait 12e du championnat avec une deuxième moitié de saison complètement dingue, avec une victoire, avec 2 podiums. D'ailleurs, cette course-là, il aurait dû la gagner, ça aurait pu faire 2 victoires. Et il était avec Rodin, qui était l'une des pires équipes. Le gars, il a porté son équipe, et là, je me dis, il y a une nouvelle voiture, Rodin va passer un cap, Callum Voisin, le gars, c'est un champion de GB3. Voilà quoi. Voilà, il est 14e. Et même pas le meilleur pilote. Ça, vraiment, même pas le meilleur pilote de son équipe. Je ne l'avais pas vu venir. Et mes excuses à PJ04, je crois, qui disait que je critiquais trop Bilinski, etc. C'est pas que je le critiquais, c'est juste pour moi, c'était un pilote moyen. Bah voilà, le pilote moyen, il a mis Callum Voisin et Louis Sharp dans le rétro. Euh, bon, bon. Ça arrive des erreurs, hein. Mais vraiment, j'ai assumé, je voulais jouer le beau jeu. On avait 32% quand même qui avaient mis Camara, ce qui avait été mon premier choix, et je me suis dit, soyons fous.
22% qui avaient mis Taponen, Taponen qui était assez attendu aussi avec ART évidemment après une très grosse saison en Formule régionale. 10% qui a mis Noël Léon. Je crois qu'il faut aussi se replacer dans le contexte de 2024 où il avait fait une grosse fin de saison aussi. Il faisait des podiums avec une Van Amersfoort, c'était pas mal, c'est vrai. Mais Noël Léon, j'ai jamais, jamais cru en lui. Et Voisin, merci quand même, on était 11. on était presque 8% à croire en un titre de Callum Voisin. Voilà, il y avait du. Enfin, mais vous voyez que vu que c'était une nouvelle réglementation, tout était assez varié. On avait Tsolov qui avait 4%. On avait Josti avec 3% et demi. Ouais, Naël, il y a un gars qui pensait à 0,7. Hugo Choukou, 6%. Stromstead, 3%. Bon, voilà. Donc au final, bah, la première option arrivée en tête avait bon. Camara a été champion. Félicitations à vous et bah félicitations à ma première intuition. Mais voilà, j'ai joué le gros jeu. Parfois il faut sécuriser ce qu'on a. Qui sera champion équipe? Qu'est-ce que j'avais mis? Bah oui. Ouais, mais en fait le truc c'est que je suis vraiment parti sur ma théorie. Rodin, ils vont tout péter cette année. Ils vont tout péter cette année. Résultat, ils sont 6e au championnat. Écoutez, du coup, j'avais mis Rodin champion, hein. J'avais mis Rodin champion. Et alors, ça m'étonne un petit peu, limite. Bah, il y avait aussi 11 personnes, donc 10 autres personnes en plus de moi. Donc, en sachant que toutes les réponses qui ont été faites sur ce Google Doc, c'était avant mon live, donc avant que j'apporte mon avis. Donc ça va, j'étais pas seul dans ma lubie. Ça reste la meilleure saison de Rodin en F3. Ah ouais? Ouais, en vrai, ça m'étonne pas trop. Rodin, c'était vraiment la pire équipe en F3 pendant des années. Euh, Bah alors, F3. Ah oui, mais avant c'était Carline. Oui, super. F3, 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 c'est où? F3, F3. Eh! Waouh, tout ça juste pour vérifier une stat alors que je pourrais juste te faire confiance. F3, F3, hop là. Ah bah en effet, 9e, 8e, 10e, 7e, 10e. Bon, voilà, ça reste la meilleure saison de Rodin. Mais pendant que je les voyais champions, bah au final, ils sont juste 6e. Ils sont juste 6e. Vous aviez mis. Attendez, la meilleure option. L'option numéro 1 qui est arrivée en tête selon vos votes, c'est ART. ART qui a fini 4e avec une seule victoire récoltée par James Wharton en course sprint. Ensuite, on avait Prema. Prema qui a fini 7e. Et ensuite, on avait Trident. Et bah, c'est toujours pas la bonne réponse, puisque c'est vrai que Campos a fini très fort, et du coup, Campos, personne ne l'avait. Il y avait deux personnes, 1,4% des votants avaient vu le titre de Mari Boya, Tassanapol Intrapoufassak et Nicolas Tsolov. En vrai, je peux comprendre que personne ne l'ait prévu hein, quand même. Hein. Tu m'étonnes avec un line-up pareil, aussi peu enthousiasmant en dehors de Tsolov. Et encore, Tsolov à l'époque, tout le monde le détestait puisqu'il avait failli tuer Jules Garanta en Eurocup 3. Tout le monde le détestait. Donc, et Boya Intrapoufassak qui avait jamais beaucoup brillé. Ouais, mais Campos, ça a fait un énorme step en avant. Et ouais, ça a fait un énorme step. Ça a fait un. Voilà. J'ai beaucoup entendu que, comme quoi, alors je sais pas à quel point c'est vérifié, mais que Campos avait pu pas mal s'améliorer car ils avaient pu utiliser le simulateur de Red Bull F1, de Red Bull Racing, et du coup c'est en partie ça qui les aurait fait vraiment progresser aux avant-postes en F2, en F3 notamment. Je sais pas à quel point c'est officiel ou véridique ou confirmé. En tout cas voilà, les deux personnes, sur 144 personnes, deux personnes avaient raison et avaient vu le titre de Campos. Bravo à vous, même si voilà, Trident a fini à 11 points. Donc voilà, mention honorable pour ceux qui ont mis Trident. Et ceux qui ont mis Rodin, ART ou Prema, eh ben, on est ensemble. On est ensemble. Qui sera la révélation de l'année, le rookie le plus marquant?
vu que je suis profondément débile, je crois que j'ai mis... Ouais, voilà. Je suis tellement foutu, j'ai mis Louis Sharp parce que c'était le gars, parce que c'était le rookie euh, voilà, qui avait gagné la GB3 et qui était chez Rodin. Et vu que dans ma tête, Rodin, ils sont champions pilote et champions équipe, voilà, du coup Louis Sharp a fini 26e. C'est limite pire que les prédictions de Rodin et Voisin champion. Louis Sharp 26e et moi je le mettais meilleur rookie. En tout cas, rookie le plus marquant. Il y a une petite nuance, ça veut pas forcément dire le meilleur rookie au classement, mais ça veut dire le rookie qui a le plus impressionné, où il y a eu le plus de moments forts. Bon, je peux pas te sortir un seul moment de la saison de Louis Sharp, donc voilà, même voilà, et bien évidemment, bah, la seule bonne réponse à avoir, c'est Camara qui est rookie. Même si quand même en mention honorable, je pense qu'on peut avoir du Naël, on peut avoir du Taponen, du Justy, du Bilinski, et c'est tout. Euh, donc on avait Camara qui est arrivé en première place des votes. Ensuite on avait Justy, mais quand même Justy à 20%, Camara à 28%, Taponen à 19%, Sharp à 10%. Eh merci. Vraiment, si j'avais été tout seul, je me serais senti vraiment mal. Par contre, Naël, vous croyez pas en lui, hein. Vous croyez pas du tout en lui. Il y a Ugo Chukwu à 6%, Stromstead à 6% aussi, et Naël à 2%. Mais je sais pas ce qu'il vous a fait, Naël, mais en tout cas, vous croyez pas du tout en lui. Et pourtant, il avait fait une très bonne campagne hivernale au Moyen-Orient. Mais c'est vrai qu'il était dans une Van Amersfoort et que personne n'avait confiance en Van Amersfoort. Ouais, VAR était nul avant. Bah, nul avant, nul avant. Noël Léon, il fait top 10 hein, l'année d'avant. Donc, donc voilà. Bon, le gars qui a dit la Corté. Non, franchement, je comprends pas pourquoi Naël est aussi loin partout. Euh, Le rookie le plus marquant, c'est Badoer. C'est peut-être celui qu'on a vu le plus à l'écran avec ses crashs, avec ses erreurs, avec. Non, bon, voilà. C'est Camara la bonne réponse et félicitations aux 40 personnes qui l'avaient prédit. Que fera. Ah, on passe à nos questions pour les Français. Que fera Justy pour sa saison rookie chez MP? Il y avait tout plein d'options. Champion, top 5 au championnat, top 10 au championnat avec victoire, top 10 au championnat sans victoire, top 15 avec podium et hors du top 15. La bonne réponse, même si ça s'est pas joué à grand chose, c'était la 10e, enfin voilà, top 10 sans victoire. Mais bon, voilà, top 10 sans victoire, mais ça se joue à rien. Quand tu vois qu'il y a des pilotes voilà, qui sont 18e, 19e, qui ont des victoires, et que Justy, mais aussi Naël, on en reparlera juste après, n'en ont pas, c'est vraiment la faute à pas de chance, j'ai envie de dire. C'est pas aller dans leur direction, même s'il y a 3 podiums en course principale pour Naël, il y a 2 podiums pour Justy. Bon, il y a même un double podium français, hein. Il y a même voilà, Justy et Naël qui ont été ensemble sur le podium à Barcelone. Bon, bah donc au final la bonne réponse c'était top 10 au championnat sans victoire et vous étiez 9%. Bah bravo. Mais voilà, moi j'avais mis top 10 au championnat avec victoire. Bon, tant pis comme la majorité absolue. Tant pis, tant pis. Voilà, ça se joue à pas grand chose. Que fera Naël pour sa saison rookie chez Van Amersfoort? Et là encore, je pense que vous allez pas mal le sous-côté. Je pense que moi aussi, puisque j'avais sous-estimé, j'avais sous-estimé Van Amersfoort Racing. Et donc la réponse majoritaire qui se dégage, c'est top 15 avec podium. Et ben il a fait mieux que ça, notre ami Théophile Naël. Ensuite, on a top 10 au championnat avec victoire. Attendez. Et au final, on a 13% qui avait vu le top 10 au championnat sans victoire. Là encore, bah voilà, 3 podiums en feature race. Il est 8e au championnat. Très très grosse saison quand même de Théophile Naël. Même si voilà, il y a eu le petit trou d'air là quand même. Du deuxième au quatrième week-end, où c'était pas bon. Objectivement, c'était pas bon, mais ensuite il s'est très bien remis devant. C'est vraiment pas de chance qu'il n'y ait pas de victoire. Quand tu vois le classement, le 11e il a une victoire, le 15e il en a deux. Le coéquipier de Naël, hein, il en a deux. Wharton qui est 18, Dominguez il en a, mais bon, voilà, Naël, Justin n'en ont pas, Tuka Taponen non plus. Et voilà, c'est les trois pilotes du top 10 qui n'ont aucune victoire. Bah voilà, mais ça reste une excellente saison pour Naël. C'est marrant que Dominguez et Ramos aient gagné et pas lui.
Je sais pas si marrant est le premier mot qui me viendrait en tête, mais voilà, bon, il n'y a pas trop de doute, même s'il n'y a pas eu de moment fort. Voilà, Naël a fait une très 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 bonne saison. Ça va être chaud Justy en 2026 avec ses nouveaux teammates. Ouais, franchement, je le vois à l'international, enfin un petit peu les réactions de certains par rapport au line-up KMP. On rappelle, l'an prochain, il y aura Tuka Taponen, Mattia Kolnagi et Alessandro Giusti. Tout le monde dit globalement que c'est le meilleur line-up de la grille. Et les gens disent que Giusti, c'est le moins bon pilote, ou en tout cas le pilote qui cote le moins. Je peux comprendre. Et voilà, je suis d'accord que Giusti il aura fort à faire l'an prochain. Je pense, je pense qu'il en est capable, mais il va falloir progresser par rapport à cette saison 2025. On a vu de très belles choses, on a vu des choses un petit peu moins bonnes, mais je pense que voilà, Alessandro Giusti est bien conscient de ses faiblesses et qu'il va pouvoir travailler dessus. Mais clairement, 2026, c'est une saison qui va être décisive pour Giusti. Et s'il arrive à battre Taponen, Kolnagi, s'il devient le meilleur pilote MP, ça peut directement le propulser dans une dimension de futur pilote F1. Chose, actuellement, il fait partie des candidats à la F1 par rapport à, enfin, comme pas mal d'autres pilotes, mais s'il arrive à battre ses coéquipiers, voilà, voilà. Ouais, sur le papier, les autres sont meilleurs. Après, il peut renverser la tendance. Oui, voilà. Enfin, sur le papier, je pense voilà, on peut le mettre. Je peux comprendre qu'on le mette un petit peu moins haut que Taponen ou Kolnagi, qui ont plus de titres aussi. Hein. Taponen qui a gagné en Formule Régionale Moyen-Orient, Kolnagi qui a gagné en Eurocup 3. Mais voilà, c'est pas un pilote à sous-estimer. Et, euh, et voilà, sa saison de F3 reste quand même de très bonne facture à notre ami Giusti. Mais 2026, c'est là où tout va se jouer pour Sandro, je pense. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat. On est sur la F3 actuellement. Combien de victoires françaises? Bon, alors ça, c'est vraiment pas de bol, du coup. Mais du coup, la bonne réponse était 0. Il y a 2 Français dans le top 10. Il y a 0 victoire. Bah, moi, j'avais voté une, 2 victoires, je crois. J'avais voté 2 victoires françaises. Comme la majorité. Non. Ah non, vous mettiez même 3-5 victoires. Bon, bah écoutez, de toute façon, il n'y en a eu aucune. Et bravo aux 9% qui étaient dépressifs. Bon, voilà. Juicy monstrueux en gestion des pneus, ouais, clairement, clairement. Je me rappelle de certains week-ends où c'est le meilleur pilote de la grille. Hein. Donc, pas un pilote à sous-estimer pour l'an prochain. Quelle bataille au titre? Ça, c'est une question qui m'intéressait bien parce que on faisait du un an sur deux. Un an sur deux, c'était un pilote qui s'échappait tout seul en tête, et une année sur deux, c'était serré jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'au dernier virage. Bon, là, Raphaël Camara, même s'il y a eu un semblant de bataille quand même au milieu de saison où Tsolov et Boya se sont rapprochés, voilà, Raphaël Camara a été sacré un week-end avant la fin, il a une quarantaine de points d'avance. Je pense qu'on peut dire que c'est plutôt un pilote s'échappe tout seul et gagne largement. C'est moins gros qu'à l'époque de Auger ou Bortoleto, mais voilà, Camara a fait le taf, et je pense que la bonne réponse, c'était celle-là, et c'était la mienne. On était dans la minorité, 22% pensaient ça. Je peux être d'accord que c'est un petit peu sujet à débat, mais voilà, le gars il est sacré un week-end avant la fin. Je pense qu'à partir de là, voilà, c'est pas du tout serré jusqu'au drapeau à damier en tout cas. Qui sera le premier pilote remplacé en cours de saison? Ah, j'ai même pas vérifié c'était qui. Bon, Bedrin ne compte pas puisque on savait qu'il avait été signé que pour le premier week-end. Ah, c'est peut-être Dufek qui a sauté, non? Non, Sagrera, Sagrera. Oh, Sagrera, c'est impossible à prédire. Et moi, j'avais prédit Dufek. Et bah, Dufek qui a sauté après 4 week-ends. Mais il y a Sagrera qui a sauté après 2 week-ends. Donc bravo à ceux. Il y en a qui l'ont prédit. Et pourtant, c'était vraiment pas évident de prédire ça. Puisque Sagrera, c'est un gars qui. Naël manque de budget apparemment. Bon, revérifie tes sources. Hein. Non, Bedrin, ça compte pas. Mais on l'avait déjà dit en live. Ah oui, il y a un gars, il y a un gars qui, je me rappelle, j'avais déjà regardé j'avais regardé les réponses lors du live, bah, où j'avais fait mes pronostics. Il y avait un gars qui avait dit Justif fracture du poignet à Melbourne. Il y a un gars qui avait un agenda et qui voulait vraiment cibler Sandro, quoi. Lui, il a été créatif. Ah ouais, ouais, y a pas de souci. Hein. Euh,
et bah, il y a un seul gars qui a mis Sagrera. Donc bravo à lui. Et Sagrera, c'était un pilote qui était vraiment fortuné. Donc, pas. Bravo. Bravo. Voilà. N'empêche, moi, j'avais mis du fake. C'est le deuxième pilote à avoir sauté. Ça veut dire que l'année pro, on retourne sur un championnat hyper serré. En vrai, pourquoi pas? Même s'il y a Slater chez Trident et qu'on retrouve voilà, une combinaison du meilleur pilote, ou en tout cas de l'un des tout meilleurs pilotes avec la meilleure équipe, c'est pas si évident, puisqu'il y a aussi Campos qui est arrivé, qui a notamment gagné le titre équipe cette année. Et il y a aussi pas mal de très bons pilotes, style Théophile Naël dans cette équipe. Il y a aussi tous les pilotes MP. Enfin, je sais pas. Mais d'un côté, Slater Trident, purée, ça va être dur à aller chercher. Ça va être dur à aller chercher. Mais évidemment, moi j'espère un championnat est serré jusqu'au bout, hein. Si possible avec nos Français dans la bataille. Là, bon, c'est un prix très subjectif. Qui sera le plus grand terroriste de la grille? Vous étiez 58% et moi-même à répondre Nicolas Tsolov. On avait tort. On avait tort, à tel point même, je pense que je pense même que Tsolov n'a eu aucun point de pénalité sur son permis en F3. Mais évidemment, on se replace dans le contexte. C'était même pas, c'était un mois. Je crois que c'était un mois après qu'il ait essayé de mettre Caranta dans le mur parce qu'il avait le seum que Caranta soit devant lui sur la piste en Eurocup 3. Et ben voilà, Nicolas Tsolov a beaucoup appris et il est devenu vice-champion et il a été assez propre en piste. Il y a même, pour prouver ça, même des incidents en F2 où il était prompt à reconnaître sa faute ou même à dire que c'est un incident de course, alors que pour moi c'était vraiment pas spécialement le cas. J'ai vraiment l'impression qu'il a mûri, qu'il a pas mal grandi, on va dire. Et voilà, c'était pas de Soloff. C'était pas de Soloff. Maintenant, qui est-ce qu'on peut mettre vraiment, en tout cas en terroriste sur la saison? Wharton. Est-ce qu'il y a eu en vrai, moi j'ai envie de dire Badoer ou Hugo Chukwu. C'est vrai que Hugo Chukwu, puisque Wharton, Homero, Wurtz. Ouais, pour moi, Badoer quand même, il a des arguments. Voilà, moi j'avais mis Tsolov, donc j'ai faux, hein. Mais attendez, Wurtz, je sais pas. Je sais pas, Wurtz, ça m'a pas tant choqué que ça. Alors que par contre, franchement, une préma, que ça soit Hugo Chukwu ou Badoer, pour moi, ça se joue entre Hugo Chukwu et Badoer, je dirais. En pitre de l'année, en terroriste, en. Voilà. Parce que Wharton, il avait déjà une réputation et je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur de sa réputation, on va dire. Je trouve que ça allait, franchement. Euh, donc ouais, pour moi ça se joue entre Ogochukwu et Badoer, donc allez, je vous accorde la victoire à ceux qui ont voté Ogochukwu. Il n'y a personne qui a voté Badoer, bah, c'est vrai qu'il sortait d'une très bonne saison en Freka et qu'il sortait d'une très bonne campagne hivernale aussi au Moyen-Orient. Badoer, la déception de l'année. Il n'y a pas eu de question sur la déception de l'année, mais je pense que Badoer, il figure en très bonne place, peut-être avec mon chouchou Louis Sharp. Mais bon, écoutez. Un Français arrivera-t-il en cours de saison en F3? Encore une fois, il faut que j'arrête avec cette question. Euh, Voilà. Je crois que j'avais mis non. Ouais, pas de Français en cours d'année, donc là je fais partie de la majorité, comme 70%. Voilà. Pourtant, c'est pas le talent qui manque, hein. Caranta, Deligny, Gilter notamment. Bon, ça n'a pas marché. Votre top 5 de la F3 en 2025, et là je pense qu'on a tout et n'importe quoi, puisque nouvelle réglementation. Donc, attendez, combien de pilotes ont mis Boya? Ah bah attendez, j'en vois déjà un. Parce que je pense que Boya c'est quand même un petit peu le plus surprenant. Il y a deux pilotes qui ont mis Boya. Il y a deux pilotes, sur les 144 réponses, il y a deux pilotes qui ont mis. Il y a deux pilotes. Je pense pas que vous soyez tous pilotes. Il y a deux personnes, deux auditeurs, deux viewers qui ont mis Boya. Bravo. Mais vous voyez que évidemment il y a des gros loupés, hein. Voilà, du style Léon, du style Voicing. Après voilà, moi voilà, je suis très mal placé pour critiquer les gens, étant donné que mon top 5 c'était Callum Voicing, Callum Voicing au champion,
Raphaël Camara, deuxième, ça va, je sauve un petit peu l'honneur. Louis Sharp, troisième. Résultat, il est 26e. Tuka Taponen, je l'avais mis quatrième. J'ai été un petit peu optimiste, au final, il est 9e. Et Tim Tramnitz, je l'avais mis 5e, au final, il fait 4e. Donc, je m'en sors pas trop mal, enfin, avec Camara et Tramnitz notamment. Donc, Voisin Sharp, mais qu'est-ce que j'ai fumé? Qu'est-ce que j'ai fumé? Euh, Qu'est-ce que j'ai fumé à ce moment-là? Après, voilà, il y a eu. Alors, ouais, après, il y en a, c'est peut-être limite encore pire. Voilà, du Badwer, du Hugo Choukou, même si ça faisait sens hein, au moment où on le disait. Il y a un gars qui a vu Intra Puvasac, ce qui est quand même assez fort. Le gars fait 7ème, mais on l'avait pas forcément vu venir. Euh, Alors, il y a un gars. Waouh, waouh, ah oui, Gilter. Christophe Gilter. Attends, Christophe Gilter, c'est pas le papa, ça? Euh, Ouais, bon. C'était imprévisible de toute façon. Mais est-ce que oui, attendez, est-ce qu'il y a un gars ouais, de toute façon Boya personne ne l'a presque. Boya personne ne l'a, donc personne ne va avoir le top 5 dans le désordre. Tsolov, Kamara, Léon Taponen, on en a 3 sur 5. La Kamara, Tsolov, Boya. Attends, wow, wow, alors, c'est dommage. Alors ça c'est dommage, il y a quelqu'un qui a précisé dans le désordre Kamara, Tsolov, Boya, Badoer, Taponen. C'est dommage d'avoir précisé dans le désordre, parce que sinon il avait le top 3 de bon. Ok, et puis il y a aussi d'autres réponses qui n'apparaissent. Oula, oula, bon, désolé les enfants. Oula, alors. Bon, c'était très dur à prédire. Perso, j'ai mis Camarade Solov, Boya, Tramnis, mais c'est pas une compétition. Bah vas-y, et puis t'as mis Stenson en 5 pendant que t'y es. Non, non, Boya c'était imprévisible. Boya c'était imprévisible, en tout cas bravo à ceux qui l'ont. Bravo à ceux qui l'ont eu. On passe à la Formule 2. Vous le savez, vous savez, on a fait la même erreur en 2024. Enfin, on a fait l'erreur en 2024, on refait la même erreur en 2025 car on n'apprend pas de nos erreurs. Évidemment, j'avais mis Victor Martins champion et évidemment, 66% d'entre vous avaient mis Victor Martins champion. Bon, bah du coup, il est 11e. Il est 11e du classement. Je vais mettre le classement juste à côté. Tramnitz, il est jamais revenu de vacances. Oui, alors on va torcher le débrief très rapidement après revenir sur l'actualité de la semaine. Mais oui, pour Team Tramnitz, ça fait mal de ne pas être en Formule 2 cette année. Alors, oh, c'est déprimant en fait. Cette grille me déprime. Pourquoi on finit sur la F2, on finit sur le plus déprimant? Bref, Martin champion note quand même 13% qui votait pour Arvid Lindblad. Et le champion Fornaroli. Bah attendez, il y a des. En bleu foncé? Je le vois pas. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a voté pour lui, mais. Bah écoutez, c'est tellement petit que ça n'apparaît pas, visiblement. Vous étiez 179 à répondre. Donc, bravo. Bravo à ceux qui ont mis Fornaroli, mais il y a peut-être une personne, mais que je n'arrive même pas à montrer. Mais en tout cas, cette personne avait bon, donc félicitations à elle. Voilà, le champion F3 qui gagne sur sa première année dans la meilleure équipe, Invicta qui restait la meilleure équipe. D'ailleurs, ça va de pair avec la question sur le championnat équipe. J'avais mis ART, sous prétexte que Victor Martins et Ritomo Miyata, c'était le meilleur line-up en termes de talent pur. Bah oui, c'est peut-être le cas, mais je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas pourquoi j'étais aussi optimiste concernant la F2, au vu de la souffrance qu'avait enduré Victor Martins en 2024. Et j'avais mis du coup ART championne équipe, comme 34%. Oh, il y avait ex-aequo entre ART et Campos. Alors Campos qui finit au final troisième, pardon, qui finit troisième. Et Invicta, qui avait Invicta? Alors il y a Hightech qui a fini deuxième, qui arrive en troisième position des sondages. Voilà.
Invicta, il y a 5 personnes avec un duo aussi peu enthousiasmant que Leonardo Fornaroli et Roman Stanek qui avaient vu le titre équipe d'Invicta. Bravo. La F2 me déprime et moi qui pense que l'an prochain on sera nostalgique au vu de la grille. Ouais, ouais, possible. En vrai, c'est malheureusement possible. Même s'il y a quand même des pilotes qui sont très intéressants, c'est possible, ouais. Perso, je trouve que cette année m'a fait dire de plus croire avant un long moment en la F2. On se disait que Martins pouvait pas être malchanceux 2 ans d'affilée. Ouais, ouais. Ah, Homero, tu commences à douter de Ritomo Miyata. En vrai, hormis sa seule saison où il a gagné la Super Formula, bah. C'est pas il gagne le Super GT aussi? Attendez. Attendez, oui, il fait quand même le doublé Super Formula, Super GT, hein. Ah, c'est pas rien quand même. Et puis avant ça, il fait quatrième en Super Formula l'année d'avant, ça sort pas de nulle part non plus, quoi. Il avait gagné la Super Formula Lights avant. Euh, Après voilà, c'est toujours difficile à dire, enfin, puisque ça reste les formules de promotion japonaises, c'est un petit peu différent en Europe, mais non, ça reste quand même un très très gros talent, Rito Miyata. Oui, voilà, enfin, je veux dire, faire le doublé Super Formula, Super GT, c'est quand même quelque chose. Bon, bah voilà, je me suis planté. Qui sera la révélation de l'année, le rookie le plus marquant? Alors, je vais rouvrir le classement, puisque j'ai fait la bêtise de le fermer. Officiellement, celui qui a reçu le prix du meilleur rookie, le prix Antoine Hubert, c'est Leonardo Fornaroli. Maintenant, ma question. Bon, ma réponse, voilà, je vous spoil, je suis pas du tout objectif. Je vous spoil, j'ai mis Arvid Lindblad, tout comme 44% d'entre vous, 45% d'entre vous même. 19% d'entre vous avaient mis Mini, 8% avaient mis Browning, 8% avaient mis Beganovic, 6% avaient mis Dunn. Oh, ça c'est pas mal. 7% avaient mis Mektounif, 4% avaient mis Fornaroli, 0,6 avaient mis Bennett et 2% avaient mis Esterson. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on considère comme le rookie le plus marquant, la révélation de l'année? Fornaroli, oui, il est champion. Qu'est-ce que. Enfin, est-ce que ça a été le rookie le plus marquant pour autant? Est-ce que ça a été la révélation de l'année Fornaroli? C'est peut-être une petite question un petit peu métaphysique et philosophique, mais Fornaroli a été plus marquant que Lindblad? Ah bah pour moi non. Pour moi non, justement. Euh, Mais après, je suis d'accord que la question elle est ambiguë. Et que et puis j'essaye de la rendre ambiguë, puisque en vérité, voilà, Fornaroli quand même est un assez large champion au final, mais j'ai du mal à mettre comme révélation de l'année rookie le plus marquant un gars qui n'a même pas pu battre Roman Stanek en qualification. Voilà. Euh, Malgré toute ma haine envers lui, Dunn est le plus marquant surprenant. Je peux être d'accord avec ça. En vrai, pour moi, en vrai, il y a deux pilotes. Il y a deux pilotes qui ont transcendé les frontières de la F2, on va dire, et qui ont fait parler d'eux, c'est Arvid Lindblad et Alex Dunn. Arvid Lindblad, notamment parce qu'il y a eu de très belles victoires, mais c'est vrai que c'était très irrégulier. Alex Dunn, parce qu'il avait là aussi une vitesse de pointe exceptionnelle, des fulgurances complètement dingues, des victoires, des podiums, des remontées, des choses où même avec des pénalités, il arrive à remonter. Euh, et bon, voilà, forcément les crashs jusqu'au bout, jusqu'à Abu Dhabi. Euh, je... Lindblad jusqu'en Espagne, oui, ensuite, mais ouais, mais ça a remonté quand même. Il y a eu Spa-Francorchamps, et puis il y a eu le dernier week-end à Yas Marina où il aurait clairement, Arvid Lindblad aurait pu faire une double victoire hein, là sur le dernier meeting, mais c'est juste qu'il se fait avoir par la safety car. Euh, Et puis d'ailleurs, même avant ça, il fait P4 au Qatar, mais il se fait aussi avoir par la safety car car il peut piquer la victoire à Martins. Donc, mais je suis d'accord, enfin, le truc en fait, c'est que les pilotes qui ont été les plus transcendants, les plus marquants, c'est les plus irréguliers, et c'est Dunn et Lindblad. Euh, donc oui, en vrai, normalement, c'est Fornaroli le vainqueur, et je devrais dire bravo aux 7 personnes qui ont voté. Mais mon opinion, elle n'a pas changé sur Fornaroli. Ça reste un bon pilote, voire même peut-être très bon pilote. Et c'est tout. J'ai pas vibré une seule fois avec Fornaroli.
Dunn plutôt, car c'était plutôt inattendu. Bah, c'est vrai que le gars sortait un peu de nulle part après une 14e place en F3. Euh, voilà, je pense que c'est sujet à débat. Officiellement, je pense que c'est Fornaroli qui doit gagner ce qui est le vrai vainqueur de cette réponse, mais voilà, ceux qui ont voté Dunn, et surtout voilà, enfin, voir que Dunn serait la révélation de l'année, alors que le gars avait été battu par Tramitz et avait pas été spécialement étincelant en F3, fallait le voir venir, donc bravo à vous. Lindblad, bah, voilà, j'avais mis Lindblad, on n'a pas pris beaucoup de risques, donc est-ce que ça fait de lui la révélation de l'année? Bah, du coup, c'était un petit peu attendu. Voilà, ceux qui ont mis Dunn, bravo à vous en tout cas. Ouais, Lindblad, c'est pas une révélation, je suis d'accord. Ouais, c'est pour ça que je suis en train de me dire, bon, ok, j'ai peut-être pas gagné sur cette réponse, mais entre bon et mauvais, Dunn, non. Non, non, entre exceptionnel et catastrophique. Voilà, c'est Dunn, la dualité d'Alex Dunn. Mais non, Fornaroli, ouais, je sais pas, mais j'ai du mal à m'enthousiasmer pour un gars qui n'a même pas pu battre Roman Stanek en qualification. Voilà, c'est... Bon. Bref, que fera Martins pour sa saison de triplan? Allez, la bonne question dépressive. Champion à 40%. Ah non, champion avec la manière, avec l'avance, car Totor est le crack ultime à 40%. Champion de peu à 26%, ça avait été mon choix de mettre champion de peu. Euh, les autres options étaient top 3 au championnat, belle saison quand même. Et l'autre option, c'était hors top 3 et rejoint pour Cher et Adrien David au Pôle emploi Racing Team. Bon, bah, il n'est même pas dans le top 10, donc que dire que dire. En soi, en qualif seulement, il est champion de peu. C'est vrai qu'il est vice-champion. Non, non, il est vice-champion. Malheureusement, il s'est fait avoir par Fornaroli sur la toute fin. Voilà, il est deuxième, à 4 points près. Ce qui montre quand même le talent de Victor Martins pour transcender sa ART sur un tour. Voilà. On passe à la question d'après. Que fera Mektounif pour sa saison rookie chez Trident? C'était. Voilà, je pense qu'on avait des attentes beaucoup trop hautes pour Trident, tout simplement. Il y a quand même force aux 8 personnes qui ont mis top 5 au championnat, des victoires. Samy, le crack ultime qui ramène Trident au sommet, alors que la réalité, elle était plutôt hors top 15. Samy trouve finalement cette régularité qui lui fait défaut. Moi, j'avais mis top 15 plus podium. J'espérais, j'avoue, un podium en course sprint, mais au final, la Trident était vraiment complètement à la rue. Pour l'anecdote, je l'ai partagé sur Twitter et sur Blue Sky, mais Samy Mektounif a quand même marqué 100% des points de son équipe. Il a marqué 2 points, mais Trident a marqué 2 points. Bon, ça montre que voilà, c'était impossible de faire grand chose. Et même quand il arrivait à se qualifier bien, à faire des bons départs, il s'est qualifié 2 fois 7ème, je crois. Juste en course, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc voilà. Petit point sur Samy Mektounif, il va débuter sa nouvelle carrière en endurance en Asian Le Mans Series ce week-end à Sepang, avec Algarve Pro Racing Team, l'ancienne équipe de Théo Pourchard en LMP2 cette année. Victor Martin sera-t-il en F1 cette année? J'avais mis non, comme 83% d'entre vous, et on avait eu raison malgré la signature avec Williams. Arvid Lindblad sera-t-il en F1 en 2026? J'avais mis oui et vous étiez d'accord avec moi, à 70%. Petit bonus, dans les légendes, j'avais mis oui évidemment Yuki Tsunoda en sueur. Et ben comme prévu, c'est Tsunoda qui a sauté et pas Lawson, pas Adjar ou que sais-je. C'est bien Tsunoda qui a sauté, donc quand même j'ai pas tout bon dans mes prédictions, mais voilà, j'avais prédit que Lindblad serait en F1 2026 à la place de Tsunoda, comme 70% d'entre vous. Un autre pilote montera-t-il en F1 en 2026? J'avoue que j'avais mis non, comme 2 tiers d'entre vous, parce que je ne voyais pas qui mettre, tout simplement. Voilà, il n'y avait aucun autre pilote qui sautait aux yeux, et bah visiblement, voilà, on avait eu raison. Là aussi, un prix subjectif qui succédera à Joshua Durksen pour le prix Bruno Michel Mechachrome du moteur cheaté de l'année. Pas mal de réponses différentes et c'est dur de sortir un seul nom. J'avoue que l'an dernier, c'était Durksen qui sortait tout le temps. Cette année, j'aurais plutôt envie de dire, entre tous les pilotes, j'aurais plutôt envie de dire Sébastien Montoya. Mais ouais, Montoya ou je sais pas, Villa Gomez, peut-être pas. Peut-être pas Villa Gomez, mais
Je tente de voir là, je tente de réfléchir là aux différents pilotes qu'il y a. Ouais, ouais. Pour moi, ça serait Montoya. Pour la déclaration de l'année Montoya. Alors ça, c'est sûr qu'il s'est pas fait des amis. Ah, mais il y a tout et n'importe quoi, hein. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Pas mal de Cordil, hein, évidemment, qui n'a heureusement pas fini la saison. Montoya, por favor. Ah purée, ça date de si longtemps que ça, ce même. Ok. Cordil pour nous faire croire qu'il est pas si nul que ça. Ouais, pas mal de Durksen et de Cordil, hein, quand même, hein. Et pas mal de Montoya. Je pense Montoya, mais il n'y a pas de réponse claire. Qui a eu le plus de casse-moteur? Ouais, j'ai pas compté. J'ai pas compté, d'ailleurs ça m'embête un petit peu pour la question d'après. Combien de casse-moteur pour Victor Martins? On avait été une majorité, et je fais partie de la majorité, à mettre 1 à 2. Et je crois qu'on a plutôt raison. Et en fait, le problème de Victor Martins cette année, c'était pas les casse-moteurs, c'était plutôt des problèmes d'embrayage, c'était plutôt de la gestion des pneus, la ART qui bouffe complètement ses pneus. Peut-être Miyata en casse-moteur, ah pourquoi pas. Ouais, Miyata en casse-moteur, ça peut se défendre. Après, Stensorn, il a quand même eu. Oh non, c'était une seule casse-moteur. Euh... Ouais, je pense Miyata en plus de casse-moteur. Et Martin, c'était juste, il y avait trop d'autres soucis, quoi. Sa casse-moteur s'appelait Alex Dunn, oui, c'est vrai. Pour Martin, il y avait d'autres soucis. Votre top 5 de la F2 de 2025, moi j'avais mis, bon, Martins en premier, évidemment. Lindblad en deuxième, puis ensuite Richard Verschoor en troisième, Gabriel Emini en 4 et Luke Browning en 5. Donc quand même, en bon, j'avais Richard Verschoor en 3, puisque Verschoor a exactement fini à la troisième place. Et Browning qui a fini quatrième, je l'avais mis en 5. Je m'en sors. Je m'en sors, à peu près. D'ailleurs, tiens, dans ce top 5, qui avait mis un gars comme Alex Dunn? Tac, tac, tac. Et bah vous étiez, ouais, vous étiez une bonne dizaine à avoir mis Dunn quand même dans le top 5. Donc vous l'aviez prédit quand même. Il y a des gens qui disaient même carrément Dunn champion. Ok. Ok, Martin, Miata, Beganovic. Bah, Beganovic, ouais, qui a fini un peu fort, mais qui partait d'un petit peu trop loin. Crawford, pas mal de Crawford aussi. Browning, Fornaroli. Et Fornaroli en champion, ouais, il n'y en a pas eu, il y en a pas eu beaucoup, beaucoup des masses, hein. Bah, il venait souvent en quatrième, cinquième du championnat. Il y a certains qui le voyaient deuxième, mais, mais ouais, en tout cas, il trustait pas les top 5, quoi, on va dire. Bon, écoutez, je pense qu'on a fini un petit peu nos pronostics. Conclusion, F1 Academy, j'ai eu tout bon, je suis un crack. Freka, en vrai, alors il faut enfin voilà, les petits conseils l'année prochaine quand on refera les pronostics, ne pas donner trop d'importance à, oui, à ne pas donner trop d'importance à la formule régionale Moyen-Orient, même si, attends, enfin, ça sera différent en fait, puisque en fait 2026 nouvelle réglementation là aussi en formule régionale, donc ça va donner les choses, ça va rendre les choses compliquées, mais ça sera les mêmes pneus, les mêmes moteurs, aussi bien en Asie que, enfin au Moyen-Orient qu'en Europe. Donc peut-être qu'on refera la même erreur et de redonner trop d'importance au Moyen-Orient. En F3, je suis une fraude. J'ai dit n'importe quoi, mais c'est une nouvelle réglementation, je pense qu'on peut me pardonner. J'ai fait un gros pari, j'ai été joueur, le pari n'a pas marché. Donc voilà, même s'il y a quand même quelques bonnes réponses quand même dans le lot. F2, faut que j'arrête d'avoir confiance en Victor Martins et en ART. Mais, euh, euh, mais voilà, je pense qu'il faut que j'essaye d'être un peu plus safe et de mettre plus. Voilà, je pense l'an prochain, on prédira Camara champion F2 et Slater champion F3, et puis tout le monde sera content comme ça, hein. Et, euh, et voilà. Et voilà, voilà.
Alors, très très rapidement, on va essayer de faire, et je vais essayer de faire rapidement, parce qu'en plus je sais qu'il y a une soirée Ligue des Champions pour pas mal de personnes, de faire rapidement une actualité de la semaine, on va passer très rapidement. Si vous voulez plus approfondir le sujet, on peut en parler en commentaire sur YouTube, ou on peut en parler sur Twitter et sur Blue Sky. Quand on va voir Munoz gagner la Frémec et qu'on va retomber dans le même piège. Mais oui, il va nous faire mentir, il va faire doubler Frémec, Frec, pardon. Actualité de la semaine, évidemment, c'était bah, voilà, un petit peu le dernier débrief, on va dire, en quelque sorte. Une grille F2 proche du cataclysme. On aura l'occasion d'en reparler en long, en large et en travers de cette grille F2 2026, mais c'est une catastrophe de A à Z. Enfin voilà, il y a quelques exceptions pardon. Rafael Camara, c'est un immense favori au titre. Même si j'ai hâte de voir ce que Dirksen peut faire dans la meilleure voiture, l'Invicta, je pense que ça peut être une belle surprise puisqu'il monte quand même, il progresse d'année en année. Hightech qui a ce duo des vieux venus d'ailleurs avec Colton Herta et Rito Momiata, bah, voilà, comme c'était le duo attendu, ça va être intéressant. Il y a du Tsolov, du Beganovic, du Mini, du Alex Dunn qui redouble, il y a du Stenson, du Bilinski, du Boya à la rigueur, et le reste c'est une catastrophe, je suis désolé, mais voilà, Noël Léon, Oliver Goethe, Sébastien Montoya, Intrap Foissac, Maini, Fittipaldi, Shields, Varone, Villagomez, Bennett, Van Eupen. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Meilleur que cette année? Je sais pas. Euh, Je sais pas. Après, le fait qu'il y ait des Colton Herta dans le lot, ça fait sûrement remonter la grille, mais il y a tellement de pilotes moyens, mais vraiment moyens. C'est vraiment pas enthousiasmant du tout, quoi. Ouais, le fond de grille, il y a toute une moitié de grille qui ne mérite pas sa place en F2. Ou, enfin, voilà. Euh, ou dans le cas d'un Kouchmani, il a pu la mériter à un moment, mais c'est bon, c'est sa 4e année, au bout d'un moment, faut débrancher, quoi. Euh, voilà, je sais pas. Voilà. Et surtout, pour moi, il y a vraiment une absence qui me choque, tout comme l'absence d'Evan Gilter me choque en F3, c'est l'absence de Tim Tramnitz, 4e de F3, ancien pilote du Red Bull Junior Team, même si son départ chez Red Bull n'a pas été confirmé, mais a priori, voilà, il va être lâché par Red Bull, puisque Red Bull s'est trouvé un nouveau jouet avec Nicolas Tsoloff. C'est terrible, pas de Tim Tramnitz avec la saison qu'il a fait où il a dominé son coéquipier rookie, certes Alessandro Giusti, mais il fait une saison pleine de A à Z jusqu'à la fin avec MP, il se bat face au meilleur, il fait 4e et il monte pas en F3, c'est un drame. C'est un drame et j'ai une pensée pour les collègues allemands qui avaient un bon pilote. Je sais pas si Tramnitz était F1 matériel, mais voilà, c'était un très très bon pilote qui aurait peut-être pu prétendre à la F1 et voilà, ça ne sera pas le cas. Un petit point sur les tests de Super Formula, Kalle Rovanperä qui est forfait pour les tests de Super Formula d'après-saison, le double champion du monde des rallyes, qui a un vertige paroxystique positionnel bénin, pas trop. Alors c'est très 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 gênant pour conduire, déjà c'est gênant de base, alors pour conduire je n'imagine même pas, donc c'est pas étonnant qu'il ait été à 7 secondes des temps ce matin, donc le docteur, le médecin l'a déclaré inapte pour le reste des journées d'essai. C'est dommage parce que en venant du rallye, vous vous doutez qu'il a besoin de roulage et donc chaque kilomètre est vital pour lui. Bon, fin de saison pour lui. On rappelle que cet hiver, il roulera en formule régionale Océanie pour un petit peu apprendre la monoplace, mais clairement, des débuts en monoplace pas forcément évidents. Parmi les autres actualités aussi, Jack Doohan qui a été dans le mur à Suzuka pour la 2e fois cette année après le crash avec le DRS ouvert quand il était encore chez Alpine en essai libre. Là il s'est mis dans le tas à Degener 2. On attend d'autres pilotes issus des formules de promotion, Luke Browning, Charlie Vogt notamment, Hugo Bochukwu et Freddy Slater, eux vont faire le dernier jour parce qu'ils sont pétés de thunes. Alex Dunn, je ne sais que dire, Alex Dunn qui a encore percuté Victor Martin sur son week-end de Formule 2, sur sa dernière course, et qui a atteint les 12 points de pénalité sur son permis, donc il n'a plus aucun point sur son permis, donc normalement vous savez ce que ça veut dire un meeting de suspension. Fort heureusement pour Alex Dunn, tous les compteurs sont remis à zéro au 1er janvier. Conclusion, il n'y aura pas de meeting de suspension pour Alex Dunn. Conclusion,
vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur la dernière course, vous n'aurez aucune conséquence. Et ça, c'est une belle moralité pour tous les pilotes à l'avenir. Vous pouvez faire n'importe quoi, il n'y aura pas de conséquences. Félicitations, merci. Merci la FIA, merci la F2 pour ce splendide règlement. Alex Dunn sera donc bien au rendez-vous à Melbourne pour le premier meeting de F2 avec Rodin. Au passage, on peut parler de l'imbroglio complètement fou autour du départ d'Helmut Marko de chez Red Bull. Helmut Marko qui avait signé, enfin, ou en tout cas qui avait donné un accord écrit à Alex Dunn pour l'enrôler chez Red Bull, ce qui a été fait dans le dos de tous les décideurs de chez Red Bull, Laurent Mekies notamment, mais Oliver Mintzlaff, le big boss de chez Red Bull, qui a remplacé Dietrich Mateschitz. C'est voilà, je pense que ça a été la goutte d'eau de trop pour Red Bull, qui a donc viré Helmut Marko et qui l'a forcé à annuler son accord avec Alex Dunn. C'est complètement dingue. Donc Alex Dunn, quand même, dans l'histoire, certes, sa famille a beaucoup parlé sur le fait que ils avaient un accord, sur le fait que ils allaient aller chez Red Bull, mais en fait, ils n'avaient signé qu'avec Marko, visiblement, et pas avec Red Bull. Et donc voilà, ils ont une compensation financière, certes, mais ça ne compense pas le fait qu'il n'ira pas chez Red Bull. Voilà. Donc c'est que pour la F2 que c'est remis à zéro, non, c'est pareil en F3. Mais par contre, en F1, par exemple, Oli Berman, qui a 10 points de pénalité, on ne sait pas comment, alors que c'est pas du tout un pilote problématique, en F1, lui, il va garder ses 10 points de pénalité et sur les premiers meetings, sur les premiers Grands Prix, il va devoir faire gaffe, Oli Berman. Voilà, Alex Dunn pourrait rebondir chez Alpine en tant que réserviste. Parce que voilà, visiblement Alpine n'en a rien à faire de Paul Aron ou de Gabriel Mini ou de tous les autres pilotes talentueux qu'ils ont et veulent aller voir Alex Dunn, Flavio Briatore, Alex Dunn. L'association paraît évidente, on l'évoque sur la chaîne depuis pas mal de mois déjà. Elle paraît tellement coulée de source que voilà, Briatore, Dunn, c'est tout ce qu'on veut voir en fait au final. Donc Alex Dunn qui, on le rappelle, a 22 points de super licence actuellement après sa 5e place en F2. Un calendrier F1 Academy qui a été dévoilé cet après-midi, toujours aussi décevant avec Shanghai, Jeddah, Montréal, Silverstone, Zandvoort, Austin, Las Vegas. Je suis un petit peu mauvaise langue puisque en vrai il y a des choses un petit peu positives. Miami et Singapour partent, donc on a un petit peu moins de circuits urbains et on a l'arrivée de Silverstone qui est un circuit très très important, enfin c'est excellent pour le développement des pilotes. Austin, même si c'est un circuit qui n'est pas très utilisé, qui n'est pas utilisé en F2, en F3, ça reste un circuit à l'ancienne, un circuit où on peut dépasser, où voilà, il y a euh, pas mal de choses où les pilotes peuvent se développer et qui est utilisé dans des grandes compétitions internationales aussi. Donc en vrai, c'est moins qu'Atta que l'an dernier, mais voilà, Shanghai, Jeddah, ça n'a rien à faire là. Las Vegas en finale, et encore une fois un calendrier qui s'étire de mars à fin novembre, c'est ridicule, c'est ridicule. Il y avait 7 meetings l'an dernier, oui, ça n'a pas changé ça. Ça n'a pas changé. Et Montréal, c'est un circuit que j'aime bien aussi, mais euh, c'est pas des circuits qui sont forcément adaptés, et Jeddah non plus, enfin, c'est pas des circuits qui sont adaptés à des pilotes de F4 et voilà. Voilà, c'est pas leur rendre service que de les emmener là-bas. Certes, ça fait beaucoup d'expositions médiatiques, blablabla. On va dire que c'est mieux. C'est mieux que l'an passé. On va essayer de trouver le positif là où il est, mais ça reste, c'est pas un calendrier adapté à des pilotes de F4. Les tests continuent évidemment en Espagne, en Italie, en France, au Japon aussi. Alors en F4 Espagne notamment, on a plusieurs Français qui jouent les premiers rôles, notamment les frères Philippe Armand et Jean-Paul Carras qui créent la surprise lors des tests collectifs en F4 Espagne, où avec G4 Racing ils sont devant. Louis Cochet, lui de son côté, rookie en monoplace et plus discret, il roule toujours avec MP Motorsport, mais il roule aux alentours de la 10e, 15e place pour le moment. C'est des débuts un petit peu discrets. Jacquet et Billard qui vont passer de les deux noms à huis clos à Las Vegas et Silverstone. Ouais, c'est complètement dingue. Des nouvelles de Schaufler? Ah non, j'en ai pas. Euh... non, j'essaierai de me renseigner, mais je ne sais pas. En dehors du fait qu'il ne sera plus chez Red Bull, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et je n'ai pas vu passer son nom dans des tests. Attends, tu sais quoi? Tu sais quoi? Rien que pour toi, je vais aller vérifier là, juste là. Parce qu'on a un petit document. Attendez, oui, je le monte pas à l'écran là. Oui, non, je le monte pas à l'écran.
Je vais voir là si son nom a été mis récemment avec tous les tests de tous les pilotes. Bah, je sais pas. Ça charge. Ton petit chouchou là. Bah, j'ai pas l'impression, hein. Non, on l'a pas. On l'a pas. Ton petit Niklas Schaufler, on ne l'a pas. Non, désolé. J'ai rien vu passer dans vos revues de test. Bah, du coup, oui, bah, on l'a pas. On l'a pas, ni chez Italia Racing, hein. Italia Racing, il parle pas mal des tests de F4 Espagne notamment, mais non, je l'ai pas vu passer. Désolé. Voilà, donc ça c'est. Oui, on a aussi vu des pilotes de karting très très jeunes du style Dean Hogendorn, qui est un jeune pilote Williams de 13 ans qui est déjà champion d'Europe au cas junior en karting, qui teste déjà en F4. Félicitations à lui. Et voilà, je pense que c'est un pilote de toute façon qu'on reverra qu'on découvrira très rapidement en monoplace. Côté français, Alex Munoz continue toujours de marquer les esprits avec Hard Grand Prix. La semaine dernière, il était au Castellet, deuxième temps le plus rapide sur piste sèche, quatrième meilleur temps sur la piste mouillée, et toujours, quelle que soit la journée, quelles que soient les conditions, le meilleur des pilotes ART, même si la concurrence était un petit peu moins exacerbée. C'était Kabir Anourag et Matteo Giacardi, ancien pensionnaire de la F4 France, à ses côtés. Kin Nakamura Berta était le pilote Prema, était le pilote le plus rapide au global. On avait aussi ART qui testait des pilotes en F4. Matteo Dauvergne était toujours le plus rapide que le champion du monde de karting Thibaut Raymakers, donc assez positif. Les deux pilotes, le Normand et le Wallon, qui étaient plus rapides que Thomas Sénéclose, qui a déjà fait une saison de F4 France complète. Évidemment, Evan Gilter était au Japon, ça a bien été confirmé. Il était avec B-Max, l'équipe dominante, on va dire, notamment soutenue par Honda. Il était donc, des tests étaient prévus en Super Formula Lights sur le circuit de Sugo. Il a neigé. Du coup, Evan, il a fait un grand voyage de 4-5 jours au Japon pour rien. En tout cas, il n'a pas roulé. A priori, il y aurait un autre test qui serait prévu le 16-17 décembre à Suzuka, toujours avec B-Max. Donc voilà, c'est pas la fin des espoirs de Gilter ou quoi que ce soit. Mais bon, il doit avoir un petit peu les nerfs d'avoir fait tous ces jours en avion, tout ça, pour ne pas rouler au final. Quelle poisse. C'est un Français. On rappelle, donc voilà, en plus de ce test à Suzuka, dont on essaiera d'avoir des informations, il y a une dernière semaine de test, une ultime semaine de test qui est prévue du 15 au 19 décembre à Barcelone, 5 jours à Barcelone consécutifs. Côté F2, on va pas revenir, j'en ai marre de la F2. Les tops du week-end sur le week-end de Yas Marina, Durksen qui a offert une victoire à X-Racing. X-Racing qui est une équipe émirati et qui offre du coup une victoire à domicile. Même si, comme on l'a dit, Arvid Lindblad aurait pu avoir une double victoire s'il n'y avait pas eu cette safety car mal placée pour lui. Tsolov confirme avec un premier podium. Enfin un podium en course principale pour Gabriel Mini. Beganovic finit fort. Stanek bat Fornaroli sur le week-end. Fornaroli, d'ailleurs, le champion, n'a marqué aucun point ce week-end. Richard Verschoor non plus. Luke Browning non plus. C'est la F2, un championnat qui rebat les cartes à chaque week-end et qui n'a aucune linéarité sportive et qui fait que c'est dur de complètement accrocher. Et bien sûr, dans les flops, évidemment, Alex Dunn qui fait du Alex Dunn. Après, pourtant, un premier week-end qui avait été propre, hein, enfin, le week-end précédent au Qatar, ça avait été très propre. Et justement, j'avais voulu souligner son bon week-end au Qatar. Bah, j'ai bien fait de le souligner parce que ça n'a pas duré. La F4 saoudienne qui s'est terminée avec le titre de Kit Belowski, mais notamment suit ce championnat pour Thibaut Raymakers. Thibaut Raymakers, le pilote wallon toujours en rodage. Voilà. Alors la finale de F4 saoudienne était vraiment très très belle, des très très grosses batailles en piste. Je vous invite à revoir ça. Mais pour Thibaut Raymakers, 15 ans. Voilà, c'est pas ce qu'il espérait. Quatrième, aucun podium, avec 10 courses sur 10 entre la quatrième et la sixième place. Ça reste un championnat très particulier parce que c'est un setup fixe pour tout le monde, ce qui est un petit peu étrange, on est d'accord. Donc peut-être c'était le setup qu'il fallait exactement pour Kit Belowski, mais pour Tibor Raymaker, c'était pas du tout le cas. Bon.
Espérons que voilà, c'était du rodage, que ça sera une bonne expérience pour l'avenir. Mais bon, voilà, on n'a pas eu de moment où on a été spécialement impressionné par Rainmakers pour le moment, mais j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner sur des championnats plus standards, on va dire, peut-être la F4 France, vu qu'ils testent avec Hard Grand Prix en F4. Voilà, Harry Bansal qui a gagné, le Libanais Christopher El Feghali qui a été sur le podium, Nida Gadman, meilleure féminine, et la pilote écossaise Rachel Robertson qu'on reverra en F1 Academy l'an prochain, qui a frôlé le podium sur la finale et qui a très très bien fini sa campagne. Ce week-end, on a quelques championnats. Le duel pour la P3 à la dernière course, Absolute Cinéma, c'était fou, c'était fou, c'était fou. Entre Abdullah Kamel, pilote local de Jeddah, Rachel Robertson et Tibor Rainmakers. La F4 indienne va se clore ce week-end à Chennai. On a un pilote kényan de 15 ans qui est en tête du championnat Shane Chandaria devant notre française Sachel Rocher, français de 19 ans. Mais voilà, il va falloir quand même un sacré exploit. Il est deuxième à 24 points. Et il n'y a que 2 courses qui auront lieu ce dimanche. Donc ça va être compliqué, mais voilà, qui sait, peut-être qu'il pourrait devenir le premier champion français dans une F4 étrangère depuis Théophile Naël. On note qu'il a déjà 3 victoires. Il pourra regretter ce passage à vide lors du 3e round où il n'a fait aucun podium. Voilà, Sachel Roger, c'est pas forcément un pilote qu'on verra grandir en monoplace, hein, puisqu'il a déjà préparé ses projets à côté. Il est étudiant d'ailleurs à côté, dans le supérieur. Et il a aussi roulé en midjet. Il s'est déjà imposé en midjet cette année. Bon, voilà, son avenir ne sera pas en monoplace, mais qui sait, peut-être une belle, un exploit peut-être pour finir, peut-être un nouveau sacre d'un pilote français cette année. La Formula Trophy aussi qui se termine cette année, on rappelle ce championnat préparatoire pour la F4 Emirati qui a été outrageusement dominé par Alexander Bondarev le week-end dernier en support du Grand Prix de F1 à Abu Dhabi. Bondarev, pilote expérimenté, qui a plus d'une année d'expérience en F4, qui a mis une petite claque à tous les autres pilotes, principalement des rookies, je pense à Makagani, je pense à Alp Aksoy. Voilà, petite claque, il ne faisait que ce week-end-là, donc il ne sera pas champion, mais il y aura une belle bataille pour le titre ce week-end à Abu Dhabi encore. Vous avez tous les horaires du week-end, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, voilà, la F4 indienne, la Formula Trophy, la F4 brésilienne, avec un double week-end pour la F4 brésilienne sur mon circuit chouchou à Interlagos. Voilà, mais la F4 brésilienne, c'est pas non plus un niveau très 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 élevé. Vous avez tous les horaires. Et bah écoutez, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Je suis désolé, j'ai essayé d'expédier ça un petit peu vite, mais le temps presse un petit peu. Les horaires, je crois, ont été postés à 20h sur Twitter et sur Blue Sky. Et sur ce, et bah voilà, on a fini. On a fini. C'était un live très, très sympa. J'aime bien faire ce live un petit peu récap de l'année, hein, en revenant sur les pronostics, on va dire. Et maintenant, je ne sais pas. Alors, je pense qu'on ne va pas arrêter les lives cette année. Je pense qu'on va encore faire des lives. Je n'ai pas encore d'idée précise des prochains lives que je ferai, puisqu'on ne va pas débriefer la F4 brésilienne, vous voyez. Euh, Même s'il y aura toujours des choses intéressantes. Voilà, comme je l'ai dit, il y a des tests jusqu'au 19 décembre encore, donc il y a encore des choses qui vont se passer en sport auto, mais après ça, petite période d'hibernation quand même du sport auto jusqu'au 10 janvier, je crois, la reprise de la Formule régionale Océanie. Voilà, peut-être que je mettrai un tweet pour me dire si vous avez des idées de live qu'on pourrait faire sur la fin d'année, je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, il y aura quand même un ou deux lives sur la fin d'année. Ne vous en faites pas. Moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. C'est toujours un plaisir de faire ce type d'exercice, de revenir sur les pronostics, sur vos pronostics aussi. Interview de Jules de fin de saison, bah s'il est partant, pourquoi pas, mais je pense qu'une interview ça va être un petit peu compliqué quand même à organiser, pour moi en tout cas personnellement. Je pense qu'on reprendra plutôt les interviews à partir de janvier, je pense. Peut-être une double interview, mais voilà, faut que je gère les choses de mon côté. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un week-end de course pour ceux qui suivent la Formula Trophy F4 indienne, etc., etc. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok et sur Blue Sky. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bye bye.